Eh bien, bonjour à tous. Bonsoir à tous d'ailleurs. Ouais, bonsoir. Merci de nous accueillir à Lille parce que moi, personnellement, c'est la deuxième fois que je viens. Donc, À part le Game Corp, ouais. ouais, c'est ça. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu notre histoire alors l'histoire, c'est bien, mais c'est surtout le retour d'expérience qu'on a vécu tous les deux parce que ça fait maintenant un paquet d'années qu'on travaille dans le jeu vidéo avec des studios. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va vous présenter Malkir qui n'est plus malheureusement, et Rune qui est maintenant, et surtout c'est quoi les différences et qu'est-ce qu'on en a appris, etc. Vas-y, je te laisse te présenter, Paul. Donc, globalement, donc, pour dire qui on est, donc nous ensemble avec Kevin, on est associés depuis une dizaine d'années, donc sur 2 boîtes et entre deux d'autres projets. Donc moi je m'occupe plutôt des parties business, donc généralement sur les jeux c'est moi qui va chercher les sous et qui essaye de vendre les jeux qu'on fait. Et pour ta part, Kevin? Du coup c'est écrit là de toute façon, producing, et vu qu'on est souvent en équipe assez restreinte, direction créative quand même pas mal, avec toute l'équipe artistique. Voilà. Et je te laisse peut-être présenter d'abord ce que c'était Malkir du coup, puisqu'on va en parler pas mal. Donc nous à l'origine on est arrivé dans le jeu vidéo avec Kevin et puis de tout un tas d'autres personnes à l'époque parce qu'on voulait faire des jeux de cartes à collectionner. C'était vraiment notre truc. On a commencé assez jeune, je crois qu'on a créé notre premier studio quand on avait 20 ans. Et du coup, pour faire ce jeu-là, je ne sais pas si certains ont pu le voir, peut-être sûrement en salon, si vous avez dû le voir à un moment ou à un autre. On a fait quelques salons à Lille quand même, je crois. Donc, ouais, des Geek Days ou des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Et du coup, l'idée c'était que c'était un jeu de cartes à jouer, à collectionner, connecté évolutif. Donc on jouait avec des vraies cartes. J'en ai pris quelques exemples ici. Donc avec une puce à l'intérieur. Et l'idée c'est qu'en fait, on jouait directement sur un téléphone, sur une Switch, sur un lecteur RFID et un petit peu à la Yu-Gi-Oh si vous voulez. Et le deuxième truc, c'est que en fait, comme chaque carte intégrait une mémoire, en fait, vous pouviez améliorer vos persos comme dans un RPG, choisir des talents, choisir du stuff, choisir des équipements. Et quand vous échangiez la carte avec un autre joueur, parce que c'est des jeux de cartes à collectionner, donc le principe c'est de les collectionner et de les échanger, et bien vous échangiez la carte et tout ce qu'il y avait dedans. Donc le stuff, le perso, le nom du perso, son talent, son stuff. J'ai mis un gif de très bonne qualité d'ailleurs. Excellente qualité de gif, mais qui vous montre bien le principe. Vous jouiez exactement comme ça. Donc quand vous faisiez un affrontement en multijoueur sur le matchmaking, vous jouiez en posant vos cartes et en balançant vos sorts. Donc il y avait cet aspect assez intuitif de dire je veux lancer ma boule de feu, vas-y je la pose sur le capteur et je te l'envoie dans la tronche. Donc ça c'était l'idée. Donc on a mis un certain temps à arriver à ça, à le lancer. Finalement à échouer quand même, à exploser en vol. Mais après recréer un autre studio avec un autre système de valeurs et d'autres types de projets. C'est ça, et du coup l'idée c'est de retracer un peu ce parcours-là en essayant d'apprendre de nos erreurs, de vous montrer en tout cas ce qu'on a appris de nos erreurs, et on est parti. Ouais. Donc on commence en 2013 et on a intitulé C'est beau de rêver parce que clairement j'imagine que vous êtes plusieurs ici à avoir soit rêvé au départ, soit avoir eu plein d'illusions sur l'industrie du jeu, ou soit d'en avoir encore. En l'occurrence, nous, à cette époque-là, on avait 20 ans, on était en école, on était tous en train de se dire on voudrait faire un jeu de cartes à collectionner. À l'époque, en termes de jeu, je crois qu'on était sur une vibe Skylanders Hearthstone. Ouais, c'est ce que j'ai mis là. Donc, grosso modo, Skylanders, figurines connectées, RFID. On avait 2 potes associés à l'époque, Dev, qui bossait justement sur la technologie Skylanders. Nous, on était tous fans de jeux de cartes à collectionner, Magic, Hearthstone, donc voilà, on s'est dit qu'il y avait un pont à faire, intéressant, entre la techno qui était utilisée sur les Skylanders et les jeux de cartes à collectionner. Il n'y a aucune formation jeu vidéo dans tout ça, hein. Je précise quand même, le jeu vidéo on ne connaît absolument pas. C'était beaucoup plus tech que ça. Ouais. Oui, c'était beaucoup plus tech que ça. Et ensuite, du coup, c'est là où ça a brillé un peu, c'est que on a un de nos potes à l'époque qui nous a dit tiens, il y a un startup week-end qui va avoir lieu. Donc, pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec le principe, c'est un petit peu dans l'idée d'une game jam, mais sur l'aspect plus commercial et moins créatif. Donc, plutôt que de produire un jeu pendant un week-end, l'idée c'est de produire un business. Un projet, coup, c'est ça. Un projet, une entreprise. Et du coup, nous on a produit un jeu parce qu'on a fait le contenu d'une game jam dans un startup weekend, mais c'est pas grave. Comme on avait gagné ce truc-là, ça nous avait ouvert pas mal de portes à l'époque pour rentrer dans des incubateurs,
dans tout un écosystème. On vient de Normandie. Donc là, regardez, vous êtes plein à faire du jeu vidéo ou à être intéressé par le jeu vidéo. Nous, il n'y a pas du tout ça. Nous, il n'y a rien. Absolument. Quand on arrivait avec l'idée du jeu vidéo Startup Weekend, c'était très marrant. Je pense que c'est similaire à la Creuse, en fait, la Normandie en termes Alors, de je ne logique. vais pas parler pour la Creuse. Mais... Non, je ne connais pas la Creuse spécifiquement, mais c'est l'image que je m'en fais. C'est peut-être un peu cliché, mais en tout cas, on n'a vraiment rien du tout. Donc, quand on n'avait personne pour nous donner de tips à l'époque ou quoi que ce soit, donc on est rentré un peu dans la voie innovation, start-up, tout ça, parce que c'est là où on pouvait trouver des moyens pour faire ce qu'on voulait. Et surtout, on n'avait personne pour nous guider sur du jeu vidéo comme on pourrait l'avoir aujourd'hui ou comme on pourrait guider maintenant des personnes sur le jeu vidéo. C'est ça. Donc ça a été 2 ans de rêve avec, on a des petits tickets de 10, 15 000 euros qui sortent par les incubateurs. Non, 40, 50 000 euros. Oui, un peu plus que ça. Bref, on grattait les sous où on pouvait en innovation, en incubateur. C'est ça. Et pour monter des protos, pour participer à des concours, gagner des petits concours d'innovation, gratter des trucs. Enfin bref, apprendre à devenir entrepreneur, quoi. C'est ça. Et arrivé 2015. Alors déjà, on avait fini nos études, donc on avait plus de temps, mais on n'avait pas d'argent. Ça, c'était le problème. Ouais, on n'avait pas de sous. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est qu'on a créé vraiment le studio en 2015, en commençant à monter une équipe, en se disant maintenant qu'on a les prototypes, ça fonctionne. On a envie maintenant de développer le jeu qu'on rêvait de faire. Donc, parce que oui, forcément, à l'époque, on cherche pas à faire un jeu qui plaît aux gens, on cherche à faire le jeu qu'on rêve de faire, comme beaucoup de gens. Bon, donc on a créé le studio en 2015. Aussitôt après, on s'est dit du coup, va falloir tester un peu, voir si est-ce que le concept qu'on peut proposer il peut fonctionner. Donc comment est-ce qu'on teste un concept quand on connaît rien ni personne. Allez hop, financement participatif. En plus, c'était un peu la vibe à l'époque. Ouais, Kickstarter était pas mal représenté. Donc on se dit, déjà on va faire un Kickstarter. Donc on réfléchit à comment faire un Kickstarter. On regarde les trucs. Donc forcément, il y a toujours plein d'exemples de campagnes qui réussissent admirablement bien. Oui. Spoiler, ça se passe jamais comme ça. Donc, on a fait 10 000 euros sur le Kickstarter, je crois. 15, je crois, un truc du genre. 15, un truc comme on a fait 10 ou 15 000 euros, mais par contre, au-delà de ça, ce qui a été intéressant pour nous, c'est que ça nous a permis de choper, je crois, entre 300 et 400 joueurs. L'idée, c'était de faire une communauté plus que de financer un jeu. On savait qu'un jeu, ça coûtait pas 10 000 euros, même si pour la petite histoire, en 2013, on s'était quand même dit, ouais, dans 1 an, je pense que le jeu, il est fait, tu vois. Un truc comme ça. Bon, il est sorti en décembre 2016, donc en vrai, pas du tout. Mais dans l'idée, effectivement, on voulait essayer d'avoir des gens pour pouvoir avoir des gens qui testeraient le produit qu'on voulait faire. C'est ça. Donc on avait monté ce Kickstarter-là, on avait commencé à aller chercher les gens vraiment à la truelle, parce qu'on n'avait aucune idée de comment monter un plan de com, on ne savait pas faire de marketing. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris toutes les assos de jeux de société qu'on connaissait en France, on a essayé de... je crois qu'on avait pris à l'époque, on avait pris des stagiaires pour faire une liste de toutes les assos de jeux de société de France, puis on allait en voir plein, et on allait leur faire regarder, notre idée c'est ça, notre proto c'est ça, qu'est-ce que vous en pensez ? On fait un Kickstarter dans 2 mois. Donc ça a été vraiment mort personne par personne, et c'est un peu toute l'histoire du projet. Je pensais convaincre personne par personne. Ouais, c'est ça. Et du coup, mais l'idée du premier Kickstarter, quand même, au-delà de lever des fonds, c'était de créer une première communauté pour justement aller un peu plus loin et essayer de convaincre justement des personnes qui sont des investisseurs, du coup, pour justement nous aider à financer le projet, parce que nous, on sortait d'études. Donc à ce moment-là, effectivement, on avait fait une première levée de fonds avec des business angels, donc des gens grosso modo qui ont bien gagné leur vie et qui ont besoin de défiscaliser des sous. Le résumé. Non, c'est un peu cliché. Et qui veulent aider des gens à entreprendre. Il y a aussi un vrai côté positif dans la relation. Oui, non, il y a un vrai. On va y revenir de toute façon un peu après, mais il y a un vrai côté positif. Et donc pour le coup, des personnes qui se sont dit, on va investir un peu de sous dans cette espèce de groupe de jeunes. On était 4 à l'époque associés. Un peu fougueux. Ouais, c'est ça. On va essayer de les aider à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, on a levé des sous. Donc, je crois me rappeler qu'à l'époque, ça devait être un truc genre 150 ou 200 000 euros. Donc, pas énormément, pas assez pour faire un jeu, mais en tout cas suffisamment pour commencer à travailler, quoi. C'est ça. Donc 2015, c'est un peu l'année de la, je dirais, professionnalisation, c'est-à-dire qu'on passe du rêve à un peu plus de concret, même si on est encore un peu, c'est pour ça qu'on a mis euphorie. On crée la société, on recrute nos premiers salariés, on commence à travailler dans un cadre professionnel, je dirais. On se paye toujours pas, pardon. Non, on se paye pas. Ouais. Mais on a des gens. Et le plus gros heurt qu'on a eu, je pense, dès le début, c'est que c'est bien beau de faire des prototypes, mais quand vous devez faire un jeu avec des puces RFID, que vous devez produire des boosters de cartes aléatoires avec des puces à l'intérieur, c'est un bazar sans nom en termes d'industrialisation.
parce que c'est pas comme faire un jeu qu'on met sur Steam et après c'est bon. Là, il faut trouver des gens qui sont capables de faire du packaging. Enfin, c'est plus un modèle de jeu de société. Sauf que dans le jeu de société, ils n'utilisent pas de puce RFID. Donc c'était encore même les acteurs traditionnels du jeu de société, si on prend par exemple, vous voulez faire un board game, vous allez voir un Cartamundi, il peut vous faire tout le packaging, tout le service pour faire en sorte que votre jeu arrive à la réalité. Mais oui, mais ils ne savaient pas faire des puces RFID, une boîte comme ça. Donc ça a été vraiment un enfer pour nous. On a dû aller justement voir des gens qui étaient dans la puce RFID et leur expliquer comment faire le métier pour faire des jeux de société. Ils faisaient des cartes bancaires, donc on est arrivé avec des jeux de cartes, ils sont en mode qu'est-ce que c'est ça, que leur truc spécialité c'est les cartes bancaires et du coup on a dû monter toute une chaîne d'industrialisation. Je crois que tu as une... Ah, j'ai un truc après. Ouais, je crois que tu as un truc juste après. Je sais pas comment tu cliques avec le pointeur, mais... Donc voilà, on a dû monter toute une chaîne de production de cartes à collectionner RFID. Donc à la base c'est des chaînes de cartes bancaires. Et donc là on montait des boosters de cartes... Ça lag un peu. Hein, ouais, ça lag un peu, mais dans l'idée, fallait leur expliquer comment faire de l'aléatoire de booster, fallait leur expliquer comment gérer. Chaque puce avait un identifiant unique, donc chaque carte était unique. Donc fallait récupérer tous ces identifiants uniques. Fallait qu'ils les stockent de leur côté. Fallait qu'ils les stockent, qu'ils nous les refilent, qu'on les mette en base de données. Enfin bref, il y avait tout un tas une galère sans nom pour réussir à atteindre ça. Ça a pris ça a été des mois et des mois de boulot. Et puis on parle pas du coût unitaire de la carte. Ouais, alors oui, l'éternel problème, et ça je pense qu'on y reviendra à la fin. On y reviendra, oui. 2016. Alors là, du coup, 2016, c'était vraiment le moment où on était en train de fabriquer le jeu, quoi. On avait réussi à faire la première levée de fonds, ouais. Donc on avait un peu d'argent. Et du coup, on s'était dit, vas-y, c'est le moment, on va essayer de le finaliser, de le sortir au moins à la fin de l'année. C'est ça. Donc là, ça a été le moment où on a vraiment prod le jeu, où on avait un peu de sous, on avait trouvé des moyens de fabriquer le jeu. Donc maintenant, l'idée, c'était plutôt d'essayer d'avoir un gameplay qui tienne à peu près la route. Alors, spoiler, quand vous avez ni formation de jeu vidéo, que vous avez jamais fait de jeu avant, forcément, c'est vous n'avez pas de game designer, vous avez absolument personne, en fait. Ah si, le game designer, c'est vous, parce que forcément, vous vous dites que vous pouvez le faire. Oui, donc, c'est ça. Donc bref, ça se passe mal. C'est ça. Mais on lance quand même une bêta fermée justement pour voir avec les premiers utilisateurs donc on avait sur Kickstarter. L'idée c'est que les gens qui avaient backé sur Kickstarter, on voulait leur filer les cartes quand même. On leur avait promis un jeu avec des cartes physiques, avec des personnages, avec plein de trucs. Donc l'idée c'était déjà de leur envoyer tout. Je crois qu'on a dû livrer en 7 ou 8 mois, quelque chose comme ça, assez honnête. Le projet. Et derrière, on a commencé à faire tous les mois des bêtas. Donc, on les faisait venir un week-end tous les mois. On jouait avec eux tout le week-end pour voir un peu comment le gameplay se comportait, comment itérer. L'idée, c'était vraiment d'avoir des retours utilisateurs pour pas faire le jeu dans notre coin, quoi. Oui, tout à fait. Et s'en est suivi l'étape des premiers salons, parce que du coup, bon, on avait une bêta fermée, on avait une communauté malgré tout assez restreinte et assez fermée. Et du coup, on s'est dit, mais c'est bien de sortir un jeu, mais il faut des utilisateurs. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher des utilisateurs ? À la base, je crois même que ça part du fait qu'on avait produit un tout petit peu plus que ce qui était nécessaire pour Kickstarter. On s'est dit, on va les vendre. serait bien de l'utiliser, quoi. Faut le vendre, quoi. Donc, Et du coup, on s'est lancé dans une série de salons. Et alors, c'est, je pense, une des expériences les plus traumatisantes de notre vie, je pense. De très loin. C'est-à-dire que... Un salon, c'est bien, mais 82 salons, c'est beaucoup quand même. Donc bon. Ouais, donc je sais pas si j'imagine que vous avez déjà fait soit une Paris Games Week, soit à Lille les Geek Days, une Japan Expo, je sais pas, une Gamescom. Voilà, nous on en a fait 82 en 3 ans. Et on n'y allait pas. C'est-à-dire qu'on n'y allait pas pour présenter un jeu, on y allait pour vendre aussi des cartes, pour développer la communauté, pour aider à trouver des points de relais dans les régions pour les joueurs. C'est ça. Il y avait un travail qui était fait autour, en plus de l'événement sur place. C'est ça. Bon, là, on a un stand. Je on a mis quelques images en Suisse, ça, tu vois. C'était en Suisse. On a sillonné un peu la France et les pays limitrophes francophones pour le coup. C'est ça. Avec quelques-uns un peu plus loin, en Allemagne notamment. Mais du coup, voilà. Et du coup, les salons se sont retrouvés à devenir un élément moteur pour notre communauté. C'est-à-dire qu'en fait, c'était l'occasion pour tous les joueurs, une fois l'année généralement, parce qu'il y a un salon à peu près par an, par région. Une fois l'année, c'était l'occasion pour les joueurs de venir rencontrer les devs, de discuter avec eux, de faire un petit tournoi. C'était l'occasion de recruter des nouveaux joueurs pour la région, pour la dynamiser, pour dynamiser les boutiques qui étaient sur place, pour en fait, animer la communauté. C'était devenu un pilier hyper important. Et c'était extrêmement inhumain physiquement, parce que, par exemple, je crois que si on prend 2018, si je dis pas de bêtises, faut se donner une idée, entre la Gamescom en août et le dernier salon début décembre, ça devait être un truc à côté de Paris, on avait un salon tous les week-ends. Donc c'est-à-dire que on faisait le jeu toute la semaine,
Le vendredi, on prenait la voiture, la remorque, le setup de salon. On partait en salon allait tout le en week-end. salon. Le lundi, on revenait, on se remettait à développer. Et ça, on arrêtait pendant pas. 6 mois. C'est juste incapable de le refaire. D'ailleurs, j'ai du mal moi encore à remettre les pieds dans un salon. Oui, c'est c'est à titre perso, et on avait quelqu'un qui était Claire chez nous, qui était justement chargé de alors, elle faisait beaucoup de choses, Claire. La communication, l'organisation des salons, Claire, et qui était sur tous les salons. Et qui n'a jamais bronché, et qui a survécu à tout ça, et qui est encore vivante aujourd'hui, et on la remercie. Qui fait toujours de la com dans le jeu vidéo, d'ailleurs. Qui fait toujours de la com dans le jeu vidéo. Mais voilà, très très éprouvant, et peut-être optimisé pour une prochaine fois, je pense. Mais bon. À ne jamais refaire, même okay. si ça a été un élément vraiment important dans le développement de notre studio, dans le développement de notre communauté. Vraiment, on avait des stands. Le stand, on devait pouvoir accueillir une trentaine de personnes en même temps. Le stand était généralement toujours plein. On avait soit des joueurs à nous, soit des nouveaux joueurs. C'était vraiment clé, quoi. On avait un concept qui n'était pas forcément facile à appréhender si on n'a pas vraiment le truc sous le nez, avec l'exemple de la carte qui est posée et qui apparaît à l'écran. Donc là, c'était vraiment du pain béni pour nous, même si c'était très éprouvant, parce que c'était 10 heures par jour pendant 5 jours. Bon, bref. Bref, les salons, quoi. Donc on a commencé les premiers, on a fait une deuxième levée de fonds, et là l'idée c'était de dire, bon ok, on a un jeu, le jeu fonctionne, on a un début de communauté. Maintenant, clairement, va falloir lancer le jeu, va falloir produire en masse des cartes en fait pour les vendre. Il va falloir passer à une échelle un peu supérieure. Donc pour ça, il faut des sous. Donc on a fait une deuxième levée de fonds. Ouais. Donc là, cette levée de fonds-là, elle était un peu plus importante. Je crois qu'on était entre 1 million et 1,2 million pour travailler justement sur le truc. Alors comme d'hab, si jamais il y en a certains de vous qui comptent ou un jour faire lever le fond ou qui n'en ont pas fait, c'était toujours pareil, pendant 5 mois on n'a plus de sous, après on se dit si on fait pas la levée de fonds on est mort, on n'a plus d'argent, enfin bref c'est l'enfer humainement, et le stress et il y avait un autre sujet à faire, parce que là on va vous présenter plusieurs levées de fonds et tout, il y avait un autre sujet qui était assez dramatique là-dessus, en plus d'aller chercher de l'argent à chaque fois qu'on n'en a plus, c'était qu'en fait on drivait tout le développement de tout le jeu sur ces levées de fonds. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on avait une problématique, il fallait leur montrer quelque chose, donc il fallait qu'on développe un truc spécifique pour une levée, ce qui fait qu'on ne développait pas le jeu dans son ensemble avec on sait où on va de A à Z, mais on passait par 1 million de chemins qui ne servaient pas forcément à grand-chose. Et du coup, c'est pour ça que le jeu a pris un temps à développer qui est incommensurable, quoi. C'est ça. Et du coup, bon, là, je pense qu'on peut passer rapidement, mais sortie du jeu, donc, toute fin décembre 2016, juste avant Noël, on sort le jeu. Donc, on sort le jeu pour tous les gens qui ont acheté le jeu en salon avant, parce que les gens achetaient quand même le jeu en salon sans pouvoir jouer. Oui, ils pouvaient jouer un week-end tous les mois ou 2 week-ends tous les. Enfin bref, c'était un truc du genre. Mais bon, bref. Bon, bref. Donc là, tout le monde peut se commencer à jouer. Super cool. On voit plein de joueurs arriver sur le jeu. Donc tous ceux qui avaient acheté des cartes étaient contents de venir jouer. Ça marche très bien. On passe là on est en 2016, on passe en 2017, mais forcément si un jour vous avez fait un jeu multijoueur ou sorti un jeu, quand vous faites un jeu multi c'est très bien, les gens y jouent 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, puis à un moment quand ils ont fait le tour du contenu, ils arrêtent de jouer. Oui. Donc, du coup on découvre la vie à ce moment-là. Ouais, on a appelé ça découvrir la vie parce que c'est vraiment l'année où on a pris une claque dans la tronche en mode bon les gars, vous faites pas juste des jeux, vous faites une entreprise, il faut gagner de l'argent pour financer l'équipe de dev, il faut que vos joueurs ils aient du contenu pour qu'ils soient intéressés par votre jeu. Donc ça a été vraiment l'année c'est ça, jusqu'à là, d'apprentissage. Ouais, c'est ça. Jusque là, on s'était dit bon, c'est bon, on sort le jeu en 2016 et après bon, ça va rouler quoi. C'est ça, oui, le fameux schéma qu'on présente. Je crois que j'avais vu dans un des meet-up que Laurent m'avait envoyé en exemple. Je crois que c'était les personnes d'Accidental Queen qui disaient le fameux schéma qu'on présente au banquier, qui dit regardez, on fait le jeu, ça coûte des sous, puis on le sort et puis on gagne de l'argent. C'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. C'est ça. Donc, ouais. Non, vas-y. 2017, réseau de distribution, c'était ton boulot pour le coup. Donc oui, donc on s'est dit, on fait des cartes à collectionner. Les cartes à collectionner, c'est quand même un jeu qui est très communautaire, surtout quand vous avez des cartes physiques, que les gens veulent les échanger, les collectionner. Donc il faut s'appuyer sur ce qui existe. Et si on prend par exemple ce qui se fait sur Magic, c'est autour des boutiques, autour des lieux de vie en fait du jeu de société. Donc on s'est dit, il faut qu'on développe un réseau de distribution. On n'avait pas assez de métiers comme ça. C'est ça, donc c'est pas assez de développer des jeux et de les auto-éditer. En plus, il faut qu'on fasse distributeur de jeux de société. Du coup, on a creusé à la pioche pour avoir 100 points de vente dans toute la France à peu près. Notre objectif, c'était de couvrir chaque région, que chaque joueur, à moins d'1 heure de chez lui, il puisse acheter des cartes, il puisse aller jouer, rencontrer d'autres joueurs. Ça a pris, alors là on dit 100, ça a pris du temps. Oui, c'est 100 au point culminant. Ça a été prendre la voiture et aller faire le tour de tous les magasins de jeux de société de France.
aller leur pitcher le produit, entendre dire non mais les gars, un jeu hybride c'est quand même un peu chelou, non nous on fait que des jeux de société, non mais nous on aime que les jeux vidéo. Bref, on en a entendu les deux plein de fois, aller convaincre chaque personne une par une, aller faire un salon dans la région, demander aux joueurs d'aller faire du levier sur la boutique parce qu'ils veulent des cartes et leur dire mais achetez-en, regardez nous on va en acheter. Ça a été un travail de tous les jours pour réussir à développer ce réseau-là. Et effectivement, à la fin, il y avait un peu plus de 100 points de vente de toutes sortes, magasins de jeux de société. On a fini, je crois, par réussir à le mettre chez Micromania, chez King Jouet, dans différentes grandes enseignes. C'était le point positif, c'est qu'au moins on avait monté une équipe de commercialisation, de marketing et de communication qui tournait quand même. Alors on était peu nombreux, mais ça nous a au moins permis de découvrir un métier supplémentaire pour le coup, donc c'était cool. Et après du coup on a mis en parallèle justement tout un système de tournois qui était justement lié à ces boutiques où justement c'était des événements qui étaient organisés par tous ces points de vente. Parce que les points de vente ils achètent des cartes mais après effectivement c'est des magasins. Si ça reste dans un coin du magasin, si ça reste dans un coin du magasin et que ça se vend pas, effectivement ça marche pas, donc il faut les aider à trouver des cycles de produits, donc ça veut dire développer une activité de soutien des points de vente. Donc ça veut dire développer de l'événementiel, développer des sujets. Par exemple, on avait développé des trucs du style, on avait un coffre au trésor qui était dans chaque boutique. Donc vous aviez un espèce de gros coffre RFID qu'on mettait dans chaque boutique et les joueurs ils pouvaient juste venir avec leur personnage, leur carte de personnage, non leur téléphone pardon, je dis une bêtise, avec leur téléphone scanner le coffre et gagner des récompenses en jeu et du coup ils faisaient ça pendant les événements et ce genre de choses. Donc on avait monté vraiment des tas de trucs. Il fallait y aller toutes les semaines je crois parce qu'il fallait vraiment qu'ils aillent beaucoup. En fait vous voyez un jeu mobile, tous les trucs un peu pas sympas qu'on peut faire quand on développe un jeu mobile. On faisait la même en vrai, il fallait vous déplacer carrément. Nous fallait prendre la voiture pour y aller, mais c'était un peu la même idée. Mais et du coup juste petit point justement sur les différents vents. On parle du tournoi parce que c'est vrai qu'on a développé un système de tournoi from scratch pour le jeu en multijoueur, en plus du moteur qu'on a développé tout seul en multi. Enfin, on a tout fait de zéro sans aucun support tel Unity. Enfin, si, on a Unity à la fin quand même, mais au début on est parti de zéro. Ça, on faisait tout from scratch. Le multijoueur, vas-y, tant qu'à faire, on va développer notre propre moteur de règles, on va développer notre propre moteur multijoueur. Enfin, on a tout fait. On a développé tout sur Docker. Enfin, c'était un enfer. Bref. Et du coup, on s'est mis à produire du contenu parce qu'en fait, les joueurs, c'était bien beau, mais une fois qu'ils avaient toutes les cartes de la première extension, il leur fallait d'autres contenus, il leur fallait des nouvelles choses, des nouvelles stratégies, des nouvelles mécaniques de jeu. Enfin, on est sur un jeu communautaire, on n'était pas du tout sur un jeu qu'on pouvait lancer et abandonner. Donc, ça d'ailleurs, c'est une erreur qu'on n'a pas du tout appris, hein, mais on va y revenir plus tard. Mais le multijoueur et l'entretien des communautés. Oui. Mais non, effectivement. Donc c'est des jeux qui demandent du soutien, beaucoup de soutien. Oui. Et donc on a sorti une première extension cette année-là justement. Et on reviendra juste à la fin de ce morceau-là, de cette aventure-là. J'ai mis une courbe des joueurs et vous verrez que les extensions ont un effet extraordinaire sur les coupes de joueurs. Oui. D'ailleurs, il suffit si à un moment vous voulez taper, si vous vous intéressez aux jeux de cartes à collectionner. Regardez juste le Google Trend d'Hearthstone par exemple, et vous verrez qu'en fait il y a des pics systématiques à chaque extension. Et en fait, un jeu de cartes sans ces extensions ne peut pas exister. En fait, c'est vraiment ça qui drive les joueurs. Tout à fait. Et en 2018. Alors du coup, ça faisait un an qu'on avait commencé avec le jeu dans les boutiques. C'est ça. Donc on avait vu l'effet première extension qui avait fonctionné. Et je crois qu'on entame directement avec une troisième levée de fonds, parce que 2 c'est bien, mais 3 c'est toujours mieux. En fait, c'est-à-dire que quand on avait présenté le truc aux banquiers, aux investisseurs, on leur avait dit non, mais on va sortir le jeu, on va développer les boutiques, et puis c'est bon, on gagne de l'argent. Bon, dans la réalité, forcément, les boutiques, ça met plus de temps à développer le réseau de distribution que vous voulez. Le jeu, il se vend pas autant que vous auriez voulu. On avait une équipe qui avait du coup plusieurs casquettes. On avait de l'art en interne, du dev, du marketing, de la communication. Prod, on avait toute une équipe de commercialisation. Donc en termes de ressources humaines, c'était lourd. En termes de charge. L'industrialisation qui coûtait une blinde. Et du coup, troisième levée de fonds pour pouvoir supporter tout ça et passer à une autre échelle parce qu'on disait que la France c'était. Donc là, je crois qu'on relève un truc du genre 1,2 million, 1,3 million, quelque chose comme ça pour continuer à travailler. Et du coup, petit point peut-être sur le levée de fonds. Je pense que c'est important. Je sais pas, c'est pas forcément tout le monde utilise pas ou en tout cas travaille pas avec des investisseurs ou ce genre de choses. Juste un petit retour d'expérience sur le sujet parce que pour le coup nous on l'a fait tout le temps. On l'a fait tout le temps en fait. Du coup l'idée c'était de présenter un peu les différentes relations qu'on peut avoir avec les différents types d'investisseurs.
et à quoi justement peuvent justement servir ces différents types. Bon, celui-là, on peut passer rapidement. Ouais, grosso modo, il y a nos sous à nous et ceux de nos proches. Il y a les business angels qui sont généralement des gens qui ont une situation financière assez stable et qui souvent ont un côté très associatif. Ils sont regroupés en clubs associatifs pour aider des gens à développer leur boîte. C'est ça, ouais. Si possible, gagner un peu de sous, mais généralement globalement, c'est plutôt l'humain qui les drive. Généralement, c'est les équipes qui les convainc et c'est des petits tickets de entre 1000 et 10 000 euros par personne sur des clubs de 20 personnes environ. Donc on va pas très très loin, mais en tout cas, ça peut servir de début à un projet. En tout cas. Et nous, en l'occurrence, on n'aurait jamais pu faire tous les projets qu'on a fait sans des business angels. Enfin, nous, c'est un mélange de plein de gens qui nous soutenaient, qui nous ont permis de faire tout ce qu'on a pu faire en termes de projet, même encore maintenant. Et dans le deuxième studio, on a encore des gens, des premiers qui sont revenus. Bon, on en parlera un peu après. Les fonds, moi les fonds, je trouve ça super facile parce qu'en fait, souvent on peut avoir une vision assez négative de la finance et des fonds, mais en fait, ils sont très simples. Leur boulot, c'est prendre de l'argent et redonner plus d'argent à la fin. Donc en fait, du coup, comme leur métier est assez simple dans la logique, ça veut dire que à partir du moment où on sait où est leur intérêt et ce qu'ils ont envie, en fait, quand on travaille avec eux, leurs intentions et leurs objectifs sont très clairs. Et c'est juste une chose à avoir en tête, c'est-à-dire que le fonds, il prend de l'argent à des gens pendant 10 ans, et à la fin des 10 ans, il doit leur rendre plus d'argent qu'il leur en a pris. Donc forcément, ça veut dire que quand il rentre dans une société, il doit revendre la société à un moment pour récupérer l'argent qu'il a mis à la base dedans. C'est ça. Donc c'est quelque chose qui peut être parfois mal compris, et qui peut créer du coup des gros conflits personnels avec les associés, avec les gens du coup qui font partie du capital d'une société. En réalité, si on est vraiment fermé à l'idée de revendre notre société à terme, faut pas faire appel à des fonds. Enfin, c'est vraiment une question de leur objectif est clair, assumé et simple. Si ça vous va, ok. Sinon, si ça vous va pas, faut mieux pas y aller. Nous, pour le coup, on avait un fonds qui était au capital parce que justement, on avait deux. On avait un fonds régional et un fonds privé. Et parce qu'on savait au bout d'un moment que Malkir. On savait qu'on aurait eu du mal à le faire tenir nous-mêmes. L'échelle serait trop lourde, le projet était trop lourd et trop ambitieux pour qu'à terme on soit capable de le maintenir tout seul. Donc c'était assumé qu'un jour on serait probablement forcé de revendre et qu'on était OK avec ça. Tout à fait. Et le dernier point, ce qu'on a appelé les corporates. C'est les sociétés, nous on a eu quelques-unes. Dans le jeu vidéo c'est un peu plus fréquent, surtout en ce moment. On a énormément de rachats de studios. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais dans l'idée, ce qu'on voulait redire par là surtout, c'est que nous, nos investisseurs, ils ont remis plusieurs fois au capital, ils ont réinvesti plusieurs fois. C'était pas des créatures inhumaines comme on pourrait parfois les voir décrier. C'était des êtres humains qui parfois sont allés non mais tout à fait. Oui. Je le dis quand même. C'est des gens qui sont allés dire non mais les gars ils ont bossé, ils ont avancé, ils ont fait ça. Il faut vraiment qu'on les soutienne, qu'on les aide à se développer. Et globalement, même des fonds d'investissement, des directeurs de fonds d'investissement qu'on nous avait présentés comme assez inhumains, et là je parle pour les personnes qu'on nous avait présentées comme des personnes assez inhumaines, même pas en général, et en réalité, quand on discutait avec eux, quand on travaillait avec eux, quand on partageait les objectifs, que chacun partageait ses intentions, tout se passe beaucoup mieux. C'est ça. Et même des gens qui ont pour but de faire de l'argent, entre guillemets, avec vous, quand vous discutez avec eux, quand vous partagez, en fait, quand vous échangez, à la fin, ils vous soutiennent et vous travaillez bien ensemble. Et globalement, nous, c'est vraiment un élément qu'on a retenu de nos années chez Malkir, c'est que les investisseurs, même les plus requins, quand ça se passe bien humainement, ça se passe bien humainement, comme avec tout le monde, comme avec les équipes, comme avec les partenaires. C'est des personnes qui se démènent pour aller chercher des deals potentiels que on pourrait juste rêver et qui y vont corps et âme. Donc pour le coup, et là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on leur a vendu un plan, le plan il n'a pas marché. Le plan n'a pas marché, on a besoin de plus d'1 million d'euros et les gars ils font vas-y on va les aider quand même. Et c'est pas parce que le business plan il était bien, c'est pas parce que le projet il était bien ou quoi que ce soit, c'est parce que le feeling humain, l'énergie qu'on y mettait avec eux, on leur partageait nos problèmes, ils nous proposaient des solutions, on les envisageait. Enfin, la dynamique humaine était bonne et ça c'est hyper important parce que si jamais un jour vous bossez avec des investisseurs, c'est ce qui va faire la différence. C'est jamais le jeu, c'est jamais le projet, c'est jamais la société, c'est toujours l'humain. Et je voulais faire un point dessus parce que c'est parfois un peu mal compris. C'est ça. Du coup, troisième levée de fonds pour soutenir justement toute la première extension qu'on avait lancée. On savait qu'il fallait qu'on aille plus loin. Du coup, on a lancé une version mobile parce qu'on avait encore beaucoup de barrières à l'entrée. Nous, ce qu'on vendait, c'est on vendait un petit lecteur dans un pack de démarrage avec des cartes. Donc un lecteur qui était branché en USB et qui permettait de lire la carte.
Donc à l'époque, vous ne pouviez pas jouer avec la Switch, le téléphone et tout ce qu'on vous a dit. Oui, c'est ça, jusque-là. Au départ, en vous aviez 2018. juste besoin d'un lecteur RFID qui coûtait 30 €. Donc en gros, pour commencer à jouer, il fallait acheter une boîte comme ça, c'était 50 €. Donc commencer à jouer à un jeu de cartes à collectionner, vous savez qu'il va vous coûter votre PEL et tout le reste. Mais déjà, vous mettez 50 € juste pour l'essayer. Avec 10 cartes, parce que les cartes coûtent super Oui, cher. parce que vous avez que 10 cartes pour 50 €. Oui, oui. Donc voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une version mobile parce que bingo, ça tombe bien, il y a du NFC dans les téléphones. Alors, version mobile, on jouait toujours avec ces cartes. Par contre, au moins, Oui. on payait pas le lecteur qui On coûtait payait pas le 30 €. lecteur, c'est ça, tout à fait. Du coup, ça, on l'a sorti assez rapidement sur un des conseils de nos investisseurs, justement, pour le coup. Ce qu'on a fait... Ça nous a permis, du coup, de faire des packs de départ de jeu qui passaient à l'époque de 50 € à des packs à 15 €. À 15 €, ouais. Donc, découvrir un jeu de cartes pour 15 €, c'est quand même pas la même que pour 50, quoi. C'est ça, on essayait de se rapprocher des prix du marché, un pack Magic C'est ça. standard, quoi. Et ce qui a fait une grosse différence, à la fois sur le nombre de joueurs qu'on a vu arriver sur le jeu, sur l'activité en salon, sur les boutiques. Enfin, ça a été hyper riche. Et du coup, ça c'était. Et du coup, ça nous a permis de lancer 2 extensions. Donc la 3e levée de fonds, le but c'était aussi de financer justement ce qu'on avait déjà mis en place, c'est-à-dire un cycle d'extension pour garder les joueurs et les joueuses qui jouaient à notre jeu. Et donc voilà. là, on était arrivé à un rythme de croisière, c'est-à-dire qu'on sortait 2 extensions par an. Chaque extension avait son cycle de tournois, de narration, d'entretien de la communauté, avec des championnats interboutiques. La communauté, Championnat de France et tout. ouais, Oui, c'est je ça. me souviens. La communauté s'autogérait, c'est-à-dire qu'il y avait un Discord avec, je crois, 3 ou 4 000 joueurs dessus, qui s'autogéraient, qui du coup avaient des ligues régionales. Il y avait des associations qui s'étaient créées autour du jeu dans les différentes régions. Donc communautairement, ça marchait plutôt bien. Ouais. Mais on savait qu'en arrivant donc fin d'année 2018, début d'année 2019, il y avait quand même un truc qu'on voyait bien arriver, c'est que le marché français, francophone même, Parce que on n'était que en France, oui. Oui, on n'était que France. Le marché, même si on avait commencé à faire les traductions et tout, etc., la localisation, le marché français suffisait pas à maintenir une équipe, parce qu'on était monté à un peu plus de 15 personnes, suffisait pas à maintenir du tout l'équipe, et qu'il fallait qu'on s'étende, qu'on aille à l'international, et du coup passer à une autre échelle, quoi. Sauf Ça, que, pour donner une idée, préparer une extension en production de cartes, c'était tout de suite, il fallait sortir un billet de 300 000 € juste pour produire le matériel pour qu'on avoir le pouvait stock, vendre en fait. aux gens, quoi. C'est ça, pour avoir le stock pour les cartes. Ouais. Et du coup, ça c'était pour lancer une extension, et sans parler des salaires derrière des équipes, c'est juste le matériel, quoi. Et du coup, ça coûtait très très cher. Mais on a quand même été jusqu'au bout des choses. Oui, alors oui, parce que du coup, là, le sujet, c'était de se dire, on peut pas juste tenir sur un marché comme la France ou ce genre de choses, donc on a besoin de, juste comme on fait normalement quand on vend des jeux, c'est-à-dire d'aller vendre des jeux dans d'autres pays et dans d'autres communautés, surtout que les gens jouent aux jeux de cartes à collectionner de manière assez homogène malgré tout. Oui. Et donc, Du coup, on avait fait... on n'avait pas du tout l'argent pour produire des cartes pour les États-Unis, les vendre aux États-Unis. Ce qu'on a fait en France, d'aller voir 100 magasins, aux États-Unis, il faut faire 10 fois ça. C'était impossible à notre échelle, quoi. C'est ça, même si on avait fait 3 levées de fonds et qu'on avait bien réussi à faire ce qu'on voulait faire en France en tout cas, l'échelle était complètement délirante, quoi. C'est ça. Donc, du coup, on s'est dit qu'il fallait faire une 4e levée de fonds ou alors s'adosser à un industriel. Et pour ça, on a réitéré un peu le même schéma qu'on avait utilisé au tout début. c'est ça, Faire un Kickstarter pour montrer qu'il y a une communauté, montrer qu'il y a de l'appétence pour le jeu, et montrer aussi toutes les évolutions et toutes les choses qu'on va amener par la suite, quoi. Donc là, ce qu'on a fait, en fait, c'est que on a fait un second Kickstarter, sachant qu'en parallèle, on avait des discussions avec des gros éditeurs, jeux de société, éditeurs de jeux vidéo AAA aussi, pour voir comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble pour être capable de sortir un jeu comme ça, parce que nos métriques, on y reviendra après, n'étaient pas trop mauvaises. Et du coup, l'idée, c'était de regarder comment est-ce qu'on peut faire quelque chose, et le Kickstarter servait un peu de preuve à l'essai. Donc on a lancé un Kickstarter avec l'appui de notre communauté. L'idée, c'était de faire une version finale du jeu avec tout ce qu'on avait déjà fait jusqu'à présent, en fait, pour donner accès aux Américains et aux autres nationalités, en fait, à tout ce qu'on avait déjà développé en France 4 ans après, parce qu'on produisait plus les extensions de départ en France, on produisait les dernières extensions et ce genre de choses. Du coup, on a fait un énorme set qui regroupait tout, avec plein de cartes, avec des visuels alternatifs, etc. On avait vraiment fait un beau plan marketing dessus. Et ça a plutôt bien marché pour le coup. On a fait un Kickstarter, je crois qu'au total, on a dû faire 200 000 € dessus. Donc en facial un petit peu moins, je crois qu'en facial ça doit être 130 000, 140, ouais. mais comme c'est un jeu de cartes à collectionner, les gens ils continuent à acheter des boosters, ils se réveillaient après la guerre, et du coup globalement je crois qu'on a fait 200 000 avec le Let Pledge et ce genre de choses. Donc l'idée c'était de refaire un Kickstarter et pareil de les livrer 6 mois après comme on avait fait la première fois. Oui.
Bon, ça s'est pas passé exactement Pas comme du ça. Mais vraiment pas du tout. Parce que du coup, le plan, c'était, comme tu l'as dit, c'était d'essayer de trouver un acteur ou des acteurs, donc soit spécialisés dans le jeu vidéo, soit dans le jeu de société, qui est capable de nous soutenir pour une opération, parce que là, on parle quand même d'opérations pour une commercialisation à l'étranger. On n'était plus du tout sur la même échelle. Ouais. C'était on parlait en plusieurs millions et beaucoup plus que 3 millions, quoi. Et malheureusement, on n'a pas réussi à trouver un acteur, à trouver un ou des acteurs, parce qu'il fallait faire un deal à 3 avec des spécialisés dans le jeu vidéo, des spécialisés dans le jeu de société, qui s'accordent pour faire un truc. Et bon, bref, autant vous dire que c'était très compliqué. Disons qu'on a travaillé pendant 6 mois, on a eu propositions de rachat par des gros acteurs AAA jeux vidéo, mais qui conditionnaient les rachats à des gros revendeurs de jeux de société. En gros, à avoir un circuit de distribution qui tenait la route en jeu de société, parce qu'en fait, en gros, pour résumer, les éditeurs de jeux de société, ils savaient pas faire du jeu vidéo, et les éditeurs de jeux vidéo, ils savaient pas faire du jeu de société, parce qu'il faut le network de retail, il faut plein de choses. Et ça a été, ça a il faut coordonner tout le monde. La Trésor, malgré tout, dans toute transparence, n'était pas à son fort. Oui, alors oui, parce qu'entre deux, on s'était endetté, parce qu'on gagnait pas assez de sous, parce que l'état de la boîte financier était pas assez sain. C'est ça. Donc on avait un mélange de choses qui était vraiment très compliqué. Ce qui fait que tout ça n'a pas. Alors, entre deux, quand même, petite lumière dans l'ombre, quand même. On avait quand même fait le jeu sur Switch à l'époque, donc la Switch devait pas être loin de sortir, je crois, de mémoire. Ouais, on avait été chercher Nintendo au Japon. Oui, c'est ça, on avait dû aller au Japon pour pitcher, pour dire regardez, il y a des lecteurs RFID, vous avez un lecteur RFID sur la Switch, oui. Mais donnez-nous les accès, parce qu'ils ne sont pas forcément standards, donnez-nous les accès pour qu'on puisse lire nos cartes sur le lecteur de la Switch. Donc ça a demandé des allers-retours sans fin, ça a été un combat, donc on était très contents, on avait réussi à dealer avec eux pour réussir à faire un jeu qui utilisait leur capteur RFID, parce qu'il n'y en a quand même pas des tonnes. On allait même faire des packs physiques avec des cartes pour la Switch. Oui, c'est vrai qu'on avait négocié un deal avec Leclerc pour que dans les espaces culturels, ils fassent des packs Switch, Melkir. Bref, bon. Ça, c'était... Et là, on arrive au troisième bullet point, qui est le plus intéressant, je pense, de la slide. Liquidation, s'il a fait un peu mal. Donc concrètement, on se retrouve en juillet 2019. L'éditeur qui nous a fait une propale pour racheter dit « Moi, c'était conditionné à ce qu'un éditeur de jeux de société assez connu distribue votre jeu ». L'éditeur de jeux de société en question a dit là tout de suite, c'est pas possible parce qu'on a d'autres cartes à se collectionner à sortir. Ouais. Donc si on le fait, ce sera pas avant un an. Donc un an de salaire à payer, un an où le jeu se développe pas, en plus un jeu compliqué à vendre malgré tout parce qu'il faut l'expliquer. Bon, l'autre a fait finalement non, on se retire. Donc nous on se retrouve en juillet à avoir essayé on a tout essayé, c'est-à-dire qu'on avait repoussé les délais de paiement, on avait essayé d'aider les gens, de produire quand même les extensions même si on n'avait pas de sous, donc de trouver des deals avec nos illustrateurs, c'était l'enfer. Avec les industriels qui faisaient des efforts, qui avaient acheté des machines spécialement pour faire nos cartes. Donc on avait essayé de trouver des deals avec eux, de s'arranger pour qu'ils prennent pas trop de risques, pour être sûr de pouvoir payer un maximum de personnes même si ça se passait mal. Enfin bref, on essayait de faire en sorte que personne perde de trucs dans l'affaire. Bon, ça n'a pas réussi surtout, clairement. Et typiquement, on s'est retrouvé... on se retrouve mi-juillet, on avait prévu d'envoyer les cartes pour les backers. Pour septembre, ouais. Sauf que du coup, on n'a plus de quoi payer la production des cartes en question. Du coup, on sait qu'on n'a plus que 2 semaines à vivre, grosso modo, en termes de société. Donc, c'est un peu la misère. Là, je passe sur le fait, la misère humaine aussi. On a un associé, ça faisait 6 mois qu'il était gravement malade à cause de tout ça. Nous, on n'était pas bien non plus. Oh non, on n'était pas bien. Le niveau de stress avait atteint un niveau d'apocalypse assez absolu. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on essaye d'aider notre communauté au max. Donc en gros, on a réuni tout ce qu'on avait comme stock de cartes, on a été voir les boutiques, leur dire refilez-nous les stocks, on leur a expliqué la situation. Enfin bref, ça a été la galère pas possible, mais pendant un mois, on a essayé de bosser avec toute l'équipe. Bon, on n'avait plus de salaire, on n'avait plus rien, mais on a essayé de bosser quand même pour mettre le jeu sur Steam, essayer de le faire en sorte qu'il tienne sans les serveurs qu'on payait nous. Essayer d'envoyer à chaque backer de la campagne qu'on pourrait de toute façon pas livrer, leur envoyer un pack pour qu'ils puississent jouer avec un max de contenu. Avec un équivalent à ce qu'ils avaient mis globalement en termes de produits. Exactement l'extension qu'on leur avait vendue, ça c'était le truc le plus proche qu'on pouvait leur fournir par rapport à tout ce qu'on pouvait avoir en stock. Donc on a fait ça pendant un mois, ça a été un mois où on était en boulot à la chaîne parce que de toute façon on n'avait plus les moyens de payer qui que ce soit. Il y avait, je crois, c'était 900 colis à faire et on les faisait en boucle tous. Donc toute l'équipe de dev, toute l'équipe de... c'est ça. Ça a été, c'est pas le meilleur moment de notre vie. Non, mais bon, voilà. C'est la réalité du truc. Et du coup, liquidation dans la foulée. Donc liquidation dans la foulée, grosso modo, pour refaire à peu près le topo...
Ça a été dur pour la communauté, parce qu'on avait des gens qui jouaient depuis des années, qui avaient investi mine de rien des sommes très importantes dans le jeu, je crois qu'il y avait certaines cartes, la carte la plus rare du jeu, elle se vendait pour un peu plus de 1 000 euros. Donc il y avait vraiment de l'affect au niveau de la communauté. Nous, ça faisait des années qu'on bossait dessus. On était assez usés. C'était le bébé, de toute façon. On avait 20 ans quand on a commencé. Là... On y avait mis tous les sous qu'on pouvait mettre, on les avait mis dedans. Bon, moi, typiquement, alors c'est le pire, mais moi je termine, j'ai plus de salaire, j'ai plus d'argent. T'as pas de chômage? J'ai pas de chômage parce que j'étais dirigeant d'entreprise. Donc j'étais en PLS total. Coup de chance. À l'époque, chez Capital Games, donc l'équivalent de Gaming à Paris, Hélène partait en congé maternité. Elle avait besoin de quelqu'un pour la remplacer pendant un moment. Du coup, j'ai fait si tu veux, je peux venir travailler, je peux venir travailler avec toi. Donc, du coup, j'ai pris la direction à l'époque de Capital Games pendant 1 an. Et ça m'a sauvé. Et puis après, Kevin m'a vachement aidé à me remettre aussi sur pied financièrement. On y revient après, mais peut-être un bilan rapidement. Oui, alors sur le jeu, globalement, même si à la fin on s'écroule misérablement, en termes de communauté et de joueurs, il y avait quand même des choses qui étaient assez intéressantes. Et même si on a fait des tonnes d'erreurs en chemin, par exemple, on a focus sur les boutiques, alors qu'on aurait pu avoir des systèmes beaucoup plus optimisés de distribution. Donc le nombre de joueurs, globalement, ça c'était les joueurs qui jouaient régulièrement. Donc on atteint quasiment 6 000 au moment où on se viande. Donc ça veut dire 6 000 personnes qui jouent chaque mois, qui viennent faire leur partie. Donc c'était une communauté qui était quand même vachement active parce qu'on parle que de la France, quoi. Enfin France, un peu de Belgique et la Suisse francophone, quoi. Et là vous avez le nombre de games qui étaient joués tous les mois. Donc c'est un tableau mensuel. Et ce qui est intéressant de voir dessus, c'est que quand je vous parlais des extensions, vous voyez bien qu'à chaque extension, on voit des gros pics d'activité. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai pour les jeux de cartes collectionnées, mais en vrai, c'est vrai pour tous les jeux qui ont une dimension live ops, en fait. C'est-à-dire que quand vous développez des jeux et que vous développez vos communautés autour, le contenu drive l'activité sur le jeu. Et là, on le voit très bien. Nous, on faisait notre chiffre d'affaires à la sortie des extensions. Les joueurs jouaient plus à la sortie des extensions. Et globalement, on a eu une croissance ininterrompue du nombre de parties jouées pendant toute la période d'existence du studio. Et on était très, très triste que ça s'arrête, pour le coup. Bon après voilà, quelques KPI on les a mis là histoire d'eux parce que c'était... Voilà, c'est juste en termes de joueurs, on a fini avec une communauté d'autour de 5000 joueurs qui jouaient régulièrement, on avait 400 cartes, et par contre ce qui était énorme, c'était le budget moyen des joueurs. C'est-à-dire que les joueurs, en moyenne, ils dépensaient 240 € par an. Donc pour vous donner une idée, le jeu, il a dû coûter quelque chose, en comptant les produits, il a dû coûter quelque chose comme pas loin de 3 millions d'euros à produire. Mais j'avais refait les maths avant de venir. Les joueurs, ils ont dépensé plus de 4 millions d'euros dans le jeu, en France. Mais on s'en fiche, parce qu'en fait, ils ont dépensé 4 millions d'euros, et nous, je crois qu'on a dû récupérer peut-être 600 ou 700 000 € de chiffre d'affaires. Parce qu'il fallait payer les boutiques, parce qu'ils prenaient la moitié, littéralement, mais c'est normal, enfin, c'est leur boulot, qui prenaient la moitié de tout, parce que les cartes coûtaient une fortune à produire. Donc en fait, même si les joueurs avaient un engouement pour le jeu, même si le jeu fonctionnait bien, et qu'on était pourtant que sur un tout petit marché, en réalité le modèle économique était totalement invivable. C'est ça. Et ça, genre de truc, on aurait pu peut-être jour 1 s'en rendre compte, quoi. Oui, tout à fait, oui. Et du coup, pour terminer sur un bilan humain, parce que malgré tout, il y avait quand même de l'humain, et c'est ça qui est intéressant, c'est en fait la force de notre projet, c'était aussi sa faiblesse. C'est pas une faute d'orthographe, c'est volontaire. C'est que en fait, trop compliqué en fait. C'est-à-dire que le concept même du dire on fait du jeu de cartes physique avec du jeu de cartes virtuel, ça a plu à tout le monde, mais en fait c'était invendable, littéralement. Ouais, au sens propre, il fallait avoir un réseau de boutiques et en plus avoir tout ce qu'on a besoin pour faire un éditeur de jeux vidéo normal. Donc le combo des deux faisait que c'était hyper lourd, quoi. Donc en 2013 on disait ça y est, c'est la force, et en 2019 on disait c'est ce qui nous a tués, quoi, littéralement. Alors oui, dans les deuxièmes leçons, effectivement, on faisait tout. C'est-à-dire que on faisait admin système sur notre multijoueur, on faisait le dev du jeu, donc la partie gameplay, on faisait le moteur de règles, on faisait les illustrations, on faisait la com, le business, donc la partie distribution, l'animation, la partie financement. En fait, on faisait tout, et du coup, moralité, on faisait tout mal. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand vous êtes une grosse boîte, vous pouvez vous permettre d'avoir des équipes dédiées sur tout. Quand vous êtes une quinzaine, en réalité, vous finissez par tout faire plus ou moins mal. Et c'était vraiment un sujet, c'est qu'on n'avait pas fait nos choix sur qu'est-ce qu'on fait et sur comment est-ce qu'on travaille avec d'autres.
Ouais. On y revient rapidement, après on fait un bilan sur justement le deuxième studio qui va être beaucoup plus rapide, je vous rassure, que le premier. Mais en tout cas, c'est un des gros points qui nous a marqué sur le projet. Et enfin, voilà, je te laisse parce que je sais que c'est toi qui voulais rajouter ce point-là. C'est bon, tu l'as récupéré. J'y tenais parce que c'est un point qui me paraît important. Après être passé chez Capital Games pendant un moment, c'est aussi un point qui me paraît toujours important. Et après avoir refondé un studio, ça me paraît encore plus important. Le ratio expérience des personnes avec qui on travaille, le salaire des personnes avec qui on travaille et la charge de travail qu'on leur donne, ça me paraît être un élément qui est presque l'élément le plus clé dans un studio. Clairement, nous à l'époque, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est entouré de gens comme nous, donc on était jeunes, on s'est entouré de gens qui étaient jeunes, qui étaient plutôt inexpérimentés. On a levé des sous, enfin on a levé 1 million, puis encore plus d'1 million. On aurait eu les moyens de prendre des gens vachement meilleurs que nous pour nous expliquer comment on devait faire. Et on l'a pas fait. On l'a clairement pas fait. On a écouté des gens, ça, heureusement, parce que sinon on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait. On a écouté tous les conseils qu'on nous a donnés, mais on aurait pu aussi juste dire tiens, prenons, je vais dire une bêtise, prenons un directeur technique expérimenté, prenons un game designer super talentueux, qui a 10 ans d'XP, c'est ça. Ouais. On aurait pu faire tout ça, on ne l'a pas fait. Et c'est clairement une des pires erreurs qu'on a fait, je pense. Et c'est un cercle vicieux parce que du coup, la charge de travail que tu as mis à la fin, elle est décuplée sur quelqu'un qui a un salaire qui est pas suffisant, quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Parce que forcément, quand on n'a pas l'expérience, qu'est-ce qu'on fait? On est tous, l'équipe au global, et là je parle pour nous, mais pour tous les gens avec qui on travaillait, on se retrousse les manches et on fait vas-y, on va bosser 4 fois plus. Donc on bosse tous 80 heures semaine, on fait, comme je vous disais tout à l'heure, on fait le salon le week-end, le dev la semaine. Moralité, on bosse tous très mal. On bosse 8 fois moins bien, du coup le 4 fois plus, il sert à rien. On est éclaté, on a des niveaux de stress élevés, c'est pas sain. Et juste, si on avait pris quelqu'un... Alors oui, certes, c'est une personne qui nous aurait coûté peut-être 3 fois notre salaire. Et alors? Il y a une raison. Et donc c'est vraiment le sujet. Essayer de pas épuiser les personnes, d'essayer de faire en sorte que les gens se sentent bien en termes... que leur niveau de challenge dans leur boulot soit cohérent avec là où ils en sont, en fait, tout simplement. Et pour vraiment terminer sur Malkir, malgré tout, on a une équipe qui est restée soudée. Et ça, moi, je trouve ça incroyable parce que avec le recul, je me dis mais comment ils ont fait pour nous suivre là-dedans pendant si longtemps sans craquer et sans éclater en vol, parce qu'ils étaient tous là encore à la fin alors qu'ils étaient là au début, quasiment pour la plupart, mais en tout cas, ils sont jamais partis d'eux-mêmes. C'est ça, on n'a pas eu d'histoire, on n'a pas eu de grosses histoires traumatiques, on a tué quelqu'un en chemin, autant au sens moral du terme, hein, bien entendu. C'est ça. Mais tout le monde est resté soudé jusqu'à la liquidation de la boîte. Quand on était en train d'envoyer les packs pour essayer de fournir les joueurs, tout le monde mettait sa main à la pâte. On a eu une expérience humaine avec notre équipe qui est vraiment assez fondatrice sur notre vision, en tout cas, de comment est-ce qu'on gère des sociétés et comment est-ce qu'on veut faire des studios et refaire des jeux à l'avenir, quoi. Et après, on l'a jamais dit, mais bon, la relation assez extraordinaire avec la communauté qu'on avait, qui était... C'était une communauté qui était ultra engagée, structurée en association. Et ils nous portaient, ils organisaient les tournois pour le truc. Ils géraient les Discord, ils faisaient les sites, les wikis. Ils nous faisaient un travail qu'on n'aurait jamais pu faire, nous, en tant que studio, pour nous, avec nous. Et c'était, je pense que ça a modelé aussi notre vision de comment travailler avec une communauté. C'est que c'était pas juste un mot. Sans eux, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait en termes d'activité en France. Tout à fait. Alors là, ça va aller un peu plus vite, parce qu'on a fait quand même pas mal de bilans sur les différentes erreurs qu'on a fait, etc. Mais du coup, après une petite période de 1 an où tu parlais de Capital Games, justement, moi je suis parti aussi dans un autre studio. C'était pas un studio de jeux vidéo, mais en tout cas, je faisais de la production aussi. On a recréé tous les 2 Rune au milieu du confinement. Non, juste avant le confinement. Au milieu du confinement, je crois. Bref, à peu près dans ce cas-là. Le gaming du Covid, comme plein de gens. Ouais, c'est ça. Et on s'est dit, on va refaire quelque chose mais un peu différemment. Et du coup, on a pris pas mal de recul sur ce qu'on avait fait sur les 6 ans de Malkir, du coup. 7 ans même, quasiment. Et notamment s'ouvrir aux autres. Ouais, là l'idée ça a été, on s'est viandé, on a pris très très cher, financièrement, humainement, c'était un peu la désillusion. On a cru quand même, on est passé de juin-juillet où on pense être acheté par des très belles boîtes avec qui on pourrait continuer à développer notre concept à l'international. À septembre où on est tous... on n'a plus un argent, bref, l'ascenseur émotionnel a été très dur. On a tous réenchaîné très vite, c'est-à-dire que globalement, dans l'équipe, on a tous retrouvé des tafs différents en l'espace d'1 mois. Ça s'est fait assez bien. Et je crois qu'on a réouvert Rune 4 mois après ou 5 mois après.
C'est ça, moi je suis parti chez Capital Games, j'en ai profité pour parler avec plein d'autres entrepreneurs du jeu vidéo, pour discuter, pour faire un peu le point sur ok, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce que vous faites chez vous. En fait, juste s'intéresser aux autres, discuter, comparer nos pratiques avec. On avait des très bonnes pratiques, on en avait des très mauvaises. Donc il y avait les deux. Donc c'était hyper intéressant de partager nos pairs. Je rappelle qu'on vient de Normandie. On n'a pas de père en Normandie. Du coup, moi en arrivant à Paris, en découvrant tout l'écosystème Capital Games, c'était ultra riche. Ouais. Ultra riche pour moi. Ouais. Et s'ouvrir aux autres, donc déjà d'un point de vue écosystème et également aussi d'un point de vue jeu et produit. C'est-à-dire qu'en fait, Malkir, ce qu'on a créé, le jeu de cartes, c'était un rêve c'est pour ça qu'on a parlé de rêve, c'est parce que c'est ce que nous on voulait en fait. Oui, alors que le jeu, alors oui, il y a toujours une dimension de qu'est-ce que toi tu as envie de faire, mais il y a surtout qu'est-ce que les autres veulent en fait. Et ça a été une grosse différence, c'est qu'on a commencé à penser les jeux en disant c'est quoi le besoin plus qu'en disant c'est ça qu'on a envie de faire. Donc il y a eu cette ouverture aussi qui a été primordiale pour nous, quoi. De choisir aussi comment est-ce qu'on travaille. On l'a dit tout à l'heure, on faisait tout. Mais à un moment, on s'est dit, en réalité, par exemple, les jeux sur lesquels on travaille, s'il faut faire un jeu avec un budget de 2 millions d'euros de prod, ce genre de choses, on peut aller voir des investisseurs, on peut retrouver 2 millions pour faire le jeu tout seul. Mais après, il va falloir gérer sa communauté, il va falloir le mettre en place, il va falloir le vendre. C'est un boulot titanesque et du coup, ça va forcément coûter quelque chose sur le jeu en lui-même à la fin, en fait. Et du coup, notre logique, c'était de dire, si on remonte un studio, qu'est-ce qu'on fait pas. Et on a dû faire des choix, parce que comme on faisait tout avant, en vrai, on aurait pu se spécialiser sur un domaine ou un autre. Tout à fait. Donc en l'occurrence, là typiquement, on avait dit, on se retape pas l'architecture multijoueur, on sait le faire, mais c'est un enfer et il faut y mettre de l'argent, donc on va plutôt essayer de travailler avec des gens qui peuvent nous fournir des solutions pour ça. On a dit, on s'occupe plus du tout de la commercialisation. Même si on va challenger les gens avec qui on va travailler parce qu'on sait le faire, mais on le fait plus nous-mêmes parce que chacun son job et nous on va essayer de se concentrer sur faire des jeux le mieux possible avec la meilleure interaction possible et de fournir aussi aux personnes qui bossent du coup. Typiquement, moi, plutôt que de développer un réseau de distribution de 100 magasins, je vais me concentrer sur le fait de m'assurer que chaque personne qui travaille chez nous, elle ait tous les outils, les moyens, le confort pour être sûr de bosser le mieux possible, de faire le meilleur jeu possible. C'est ça. Et ça, c'est un vrai choix qu'on a fait, nous, quand on a créé le studio, de savoir qu'est-ce qu'on internalisait, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on externalisait. Et dans le choix des partenaires, il y a aussi le choix des personnes avec qui tu travailles au quotidien. Et ça, c'est quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, où on parlait beaucoup on a recruté des gens qui avaient nos profils, c'est-à-dire des gens qui étaient relativement jeunes et sans expérience. Quand on avait 22 ans, on recrutait des gens qui avaient, pareil, ils étaient en stage limite de fin d'école. Et du coup, on est incapable d'encadrer des personnes qui n'ont pas d'expérience. Et du coup, maintenant, nous, à chaque fois, notre philosophie, en tout cas maintenant, c'est évidemment qu'on prend des personnes qui sont juniors parce que c'est comme ça qu'on crée aussi le futur du jeu vidéo. Mais en tout cas, on essaie toujours de les encadrer avec quelqu'un en interne qui est senior. Ça, c'est la philosophie, on n'y déroge pas. Parce que sinon c'est pas possible en fait. C'est un gros changement en tout cas dans notre manière de recruter les gens, c'est on recrute une personne junior que si on a le senior capable de la guider, parce qu'autrement juste elle va pas avoir, même ne serait-ce qu'en termes d'éthique, de formation, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que c'est une personne, elle arrive en stage, elle arrive en apprentissage, ou elle arrive même en fin de contrat. Nous on a une espèce de devoir éthique en tout cas en tant que studio de l'aider à progresser dans son boulot. Et si on peut pas, Kevin n'est pas animateur par exemple, moi non plus. Si on recrute un junior animateur et qu'on ne peut pas le guider, super quoi. Donc, on peut lui dire quoi faire, mais pas comment le faire, ou comment l'améliorer, ou comment l'optimiser. Donc ça n'a pas de sens en fait. Un gros changement en tout cas dans notre manière de gérer justement là-dessus, la montée en compétences des équipes, ça a été de dire, on n'a peut-être pas forcément la personne senior en interne, mais dans ce cas-là, on s'assure d'avoir quelqu'un qu'on rémunère en externe, qui soit senior et qui puisse guider la personne. C'est ça, là typiquement, nous on a un junior en animation, on n'a pas encore l'animateur en interne. Par contre, on a. On recrute sur ce en environnement, excuse-moi. Oui. En environnement, par contre, on a un studio qui bosse avec nous assez régulièrement en environnement et on paye des journées dédiées à justement au suivi de ces personnes, quoi. Donc voilà. C'est ça. Bon, ça c'était un gros. Et choisir un objectif, effectivement, c'était qu'est-ce qu'on veut faire avec notre nouveau studio. Pas juste faire un jeu qui nous fait rêver, mais pourquoi est-ce qu'on refait un studio? Parce que créer un studio, c'est une charge mentale et de stress écrasante. On l'a vécu, on savait dans quoi on s'embarquait, on repartait pas en mode. Puis 5 mois après, idéaliste. on est un peu. Oui. Ça, on savait très bien que ça peut coûter cher financièrement, moralement, que ça peut mettre une pression sur notre vie personnelle. Ça se fait pas comme ça à l'aveugle, quoi. C'est ça. Du coup, nous, on s'était fixé des objectifs avec
je dis une bêtise, mais faire un jeu AA d'ici 10 ans, genre avec une progression, etc. tous les ans, en augmentant les budgets des productions, et aussi développer un écosystème en Normandie, ça c'était un de nos projets, ça, c'est un de nos qui est points toujours un projet, mais qui est un peu compliqué. Disons qu'il faut montrer l'exemple, quoi. Mais... C'est ça. Donc, mais voilà, il faut un objectif clair pour le studio, et pas juste de dire je crée un studio de jeux vidéo parce que j'ai envie de faire des jeux vidéo, quoi. C'est ça. Et du coup, on a commencé en faisant un jeu donc là, qui est en cours de production, qui s'appelle Goblins Gladiator. C'est un brawler arena multi parce qu'on a travaillé. Donc, imaginez des gladiateurs gobelins dans un colisée où en fait tout le contrôle de l'arène, c'est-à-dire les créatures qu'on va balancer dans l'arène, le public, les items, enfin, bref, tous les éléments de jeu en fait sont contrôlés par les joueurs qui sont déjà morts dans l'arène ou par un public Twitch si on a envie. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir un jeu orienté très rapide à jouer, très fun, très dynamique, et du coup on a travaillé là-dessus. Il nous fallait un petit projet pour lancer le studio, parce que c'était aussi une des choses, on a l'expérience de lever des sous. C'était le apprendre de ses erreurs justement qui était juste là. Mais on peut pas du jour au lendemain créer un studio et se dire on va faire un jeu AA. Enfin, je l'ai bien vu chez Capital Games quand je regardais l'historique de toutes les boîtes qui levaient parfois des millions et ce genre de choses. Il faut voir l'argent qu'ils perdaient en prod, parce que juste structurer une équipe, ça demande du temps. Ça demande des process, ça demande plein de choses qui se font pas en 2 jours. L'argent suffit pas en fait. C'est un vrai effort qu'on a fourni sur la production par rapport à la production du premier jeu dont je vous parlais, où en fait on itérait à chaque fois, à chaque levée de fonds, avec on a un peu plus d'argent, du coup on va faire ça. Et ainsi que là, pour le coup, on a vraiment raisonné de manière beaucoup plus logique. On va faire un petit jeu qui coûte qu'1 million, puis après on va faire un jeu plus gros qui va coûter un peu plus, mais où on va aussi pouvoir staffer l'équipe au fur et à mesure. Et on va y aller progressivement en mettant en place des choses pour le studio, en mettant en place des choses pour les équipes et en s'assurant que tout se fasse. Tant pis, on ne pourra pas faire des jeux AA dans 3 ans, on aurait bien aimé, ça nous fait rêver, mais on le fera dans 10. Mais on va recruter les seniors au fur et à mesure, justement, sur des points clés de la prod pour un projet une fois qu'on l'a signé, etc. C'est ça, donc d'avoir plus de structure, en tout cas dans notre approche de faire des jeux. Petit point, convaincre de nouveau. Ah oui, ça a été un point un peu personnel, mais lié aussi au fait qu'on est dans l'écosystème normand, mais je pense que ça aurait été un peu le cas partout. C'est que on était malgré tout, vu que le seul studio de jeux vidéo en Normandie, tout le monde connaissait le nom de Malkir. Alors c'était cool au début, mais une fois que tu as liquidé, c'est moins cool d'un coup. Surtout quand tu essayes d'aller convaincre de nouveau ces gens et de leur dire on vous refait du jeu vidéo, s'il vous plaît. Donc, vous avez tous perdu des sous, mais on aimerait bien pouvoir recommencer. Donc redonnez-nous. Enfin voilà, donc il y avait un petit challenge là-dessus. Donc après voilà, il y a eu quasiment 1 an. On a recréé le studio rapidement, on est resté en poste encore un petit peu, donc il y a eu quasiment 1 an entre les deux, où il y a eu beaucoup de maturité, beaucoup de prise de recul sur ce qu'on avait fait. Et je pense que ça s'est senti aussi, une vision beaucoup plus claire. Et puis malgré tout, il y avait 6 ans d'expérience derrière. Donc, et au final, ça s'est fait On avait très peur, de retourner voir des gens. Enfin, on avait des personnes qui avaient perdu 20, 30 000 euros sur le projet. Et se dire, on va les regarder et leur dire, on recommence. C'était pas simple. C'était clairement pas simple. Et au final, on n'a pas... En toute transparence, on n'a pas osé le faire et il y en a plusieurs qui sont revenus vers nous en fait. C'est-à-dire que parmi nos investisseurs... Plutôt dans une logique de, ok, on a mis, limite on a payé votre apprentissage, maintenant on aimerait bien récolter les fruits de ce que vous avez réussi à apprendre et du coup on revient justement pour vous aider une deuxième fois. Et pour le coup, on a revu, même si on n'a pas signé avec tout le monde, on a revu l'intégralité des investisseurs et des fonds d'investissement qu'on avait vus à l'époque de Malkir et qui avaient investi chez nous, donc qui ont perdu un peu plus de 2 millions d'euros au global dans le projet. Et qui nous ont tous proposé pour le coup de réinvestir. Donc même si ils ont tous perdu des sous, c'est pour ça que j'insistais sur la relation humaine tout à l'heure, même s'ils ont tous perdu beaucoup d'argent, et nous aussi, à titre personnel, tout ce qu'on pouvait on l'a mis, et au final on a tout donné avec eux, on a bossé ensemble, on s'est défoncé et ça se ressent parce qu'aujourd'hui on travaille encore avec eux, parce qu'aujourd'hui ils ont envie de nous soutenir encore dans nos projets et maintenant qu'on est quand même beaucoup plus malin qu'on ne l'était, aussi du coup on peut travailler ensemble de manière, sur des bases plus saines et c'est riche. Enfin humainement c'est très riche. Allez, on arrive à la dernière slide après. Oui, alors du coup 2 ans après, je crois que c'est ça la slide d'après. Non, il va choisir un thème aussi, mais je sais pas si tu veux t'étendre dessus. Non, choisir un thème, c'est-à-dire quels sont les jeux qu'on a envie de faire. En l'occurrence, nous on s'est dit, ce qu'on aime faire, c'est des hooks qui soient forts. Clairement, on aime faire un jeu qui soit vraiment unique. Enfin, ça, des jeux comme Malkir, il n'y en a pas des tonnes. Là, on a travaillé sur un jeu vraiment autour de l'interaction Twitch et du dynamisme. Et le jeu d'après qu'on fait, il est autour de l'environnement. Il a aussi des hooks assez forts. Et on est vraiment dans cette logique de, on veut faire un jeu qui raconte un truc qui soit
assez unique. Oui. Et c'est ce qui nous drive. Alors oui, donc 2 ans après, comme tu disais, Kevin. On est toujours debout. Ouais, Non. c'est ça. Non, je sais pas, me faisait rire cette slide, donc je l'ai mise là. Non, mais 2 ans après, en tout cas, la stratégie qu'on a adoptée avec le studio fonctionne, puisque jusque-là, on est beaucoup moins en galère que 2 ans après le lancement de Malkier, pour le coup. Déjà, on travaille à peu près 5 fois moins, je pense. On travaille beaucoup moins, on est beaucoup moins stressé, même s'il y a toujours le stress inhérent à la gestion d'un studio, mais on est beaucoup moins stressé, nos équipes sont mieux payées, on est mieux payé. Enfin, bref. Sur tous les points de vue, c'est plus confort. Et on est plus efficace aussi dans les prods. C'est ça. Donc là-dessus, c'est beaucoup mieux. Et du coup, là, on a notre première production qui, tu peux enchaîner sur la slide d'après. Donc là, l'idée en 2022, comme on disait, c'est passer la seconde. Donc là, on a notre jeu qui va sortir là avec un éditeur pour septembre. On travaille sur la production d'après, qui est la petite madame qui est juste Moi, ici. je mets les 3 bullet points parce que... C'est ça. Donc là, on développe pas mal notre équipe, on recrute beaucoup pour réussir justement à faire la prod, parce que la prod suivante est beaucoup plus ambitieuse, vu que, on en a parlé tout à l'heure, notre ambition c'est d'être capable de refaire des jeux AA. On a des gens dans l'équipe comme on fait avant, on aimerait bien être capable d'en refaire. Mais pour ça, il faut monter une équipe et ça se monte pas en 2 jours. Donc on travaille parfois sur nos projets à nous, parfois sur d'autres jeux pour d'autres studios, parce que ça permet aussi de recruter les gens avec qui on veut bosser, donc de recruter un peu plus vite, de pas être en mode demain on a signé notre prod, on a besoin de monter une équipe et de doubler la taille de l'équipe en un mois, ce qui est inhumain pour tout le monde. On évite ça. Donc on dit tant pis, on va prendre des missions pour d'autres studios, mais ça permet de staffer l'équipe morceau par morceau progressivement et du tout d'atteindre l'objectif global qui est de dire on fera des jeux AA avec une équipe structurée. Ça va prendre du temps. Typiquement, on a besoin d'un senior animateur là. Même si on l'a besoin dans 6 mois, on l'anticipe, on le recrute maintenant, on sait qu'on a potentiellement une presta pour un autre studio qui peut se faire. Ça permet de faire un gap, alors évidemment si la personne est OK. C'est ça. Mais voilà, et ça permet de staffer vraiment le studio progressivement. Et du coup, et aussi de gérer aussi tes creux de production quand on a typiquement une sortie qui est un peu décalée avec un éditeur qui a un besoin, qui veut sortir le jeu finalement 3 mois après. Toi, ta prod est prête, du coup, tu peux combler avec justement. Là, on a eu le cas typiquement. Typiquement, on a sur le cas le jeu qu'on fait en ce moment. Notre éditeur nous a dit, moi, j'aimerais bien le sortir 3 mois après la date que vous avez prévue de fin de dev, parce qu'on aimerait bosser les boucles d'acquisition. Donc c'est un jeu multi, donc il va y avoir une dimension free-to-play, donc dimension achat de joueurs, boucle d'acquisition, marketing et ainsi de suite. Et du coup, il disait, pour s'assurer qu'on ait le temps de faire les meilleures boucles possibles, 3 mois après serait bien. Du coup, ok, on va retravailler nos plans de prod, on va ajuster, on va bosser sur d'autres projets. On va bosser sur le jeu d'après, on va bosser. Ça mais nous on est dans offre une dynamique plus saine, quoi. C'est beaucoup plus sain. Ouais. Et du coup, ce qui nous permet d'amorcer la production d'un autre jeu et du coup d'avoir un cycle de rotation des jeux qui est plutôt sain, c'est-à-dire que on finit pas le jeu et on le sort pas et après on se dit on bosse sur quoi. On a toujours un coup d'avance. Là, le deuxième jeu est prêt à être vendu, en tout cas prêt à être présenté. Notre jeu sort en septembre et on a fini la démo du jeu. Là, en ce moment, on a fini la démo du jeu qu'on veut vendre pour après. On a déjà commencé à la financer, déposer les crédits d'impôt. C'est un cycle de rotation de gestion qui est un peu plus anticipé que ce qu'on avait avant, ce qui fait que on est 6 mois avant le début de la prod, mais on a déjà des premiers éléments de financement, on a déjà une démo, on a déjà ce qu'il faut pour avancer et se projeter en fait. C'est ça. Oh la vache, c'est brutal la fin. Ouais, la fin est un peu brutale. Donc voilà, grosso modo le retour d'expérience. Merci de votre attention à tous. Est-ce que maintenant on peut entrer dans une phase de questions et est-ce que quelqu'un a des questions pour Paul et Kevin ? Bonsoir. Merci pour la presse. C'était vraiment ouf. Ça vaut de l'or votre retour sur les créations des 2 studios, votre histoire. On sent que vous êtes super passionné et tout. J'avais une question assez précise. Personnel, c'était plus, je suppose que vous avez fait des ventes sur Internet, etc. Je voulais savoir le ratio entre vos ventes de studio, enfin vos ventes de cartes en magasin. Comment est-ce qu'on vendait les cartes, et sur Internet, ouais. Grosso modo, 33, 33, 33. C'est-à-dire que 33 en salon, 33 en boutique et 33 en ligne. C'est ça. Donc en gros, tu avais à peu près... Globalement, ce qui était assez particulier, c'est que la répartition des ventes était très liée au type de produit. On vendait des packs de départ, on vendait des boîtes de boosters, des boosters. Et en gros, si tu veux, l'essentiel du recrutement de nouveaux joueurs passait par les salons. C'est-à-dire en fait, les 33% de ventes en salon, c'était que de l'acquisition du pack de démarrage. Que de l'acquisition de nouveaux joueurs, quasiment. Les boutiques faisaient le réassort et les gens qui n'avaient vraiment pas de boutique achetaient en ligne. Mais globalement, les boutiques servaient à entretenir la communauté, les salons à la créer. Et c'était un mix pour la boutique. En ligne, tu avais un peu de tout. Tu avais du réassort, tu avais quelques découvertes.
mais du coup qui était beaucoup mixé. Mais, Alors même si ça a un peu évolué, on n'en a pas du tout parlé, mais le modèle a un peu changé. À la fin, quand on commençait à avoir une communauté, on a aussi pu commencer à toucher des influenceurs. Donc on a pu faire des vidéos, que ça soit du Zera ou d'autres. Et tout de suite, ça offrait de nouvelles possibilités pour créer des joueurs qu'on n'avait pas au départ. Au départ, on créait tous les joueurs via les salons, et forcément, au fur et à mesure que la communauté se développe, que le jeu prend de la crédibilité, d'un coup, on peut commencer à faire d'autres sources de faire connaître le jeu et d'autres sources d'acquisition de joueurs. Mais globalement, pendant très longtemps, le modèle, ça a été celui que je t'ai présenté. Ok, merci. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai une autre question? Oui, ici. Et une autre là-bas. Voilà, sur la vente, je l'ai pris. Bonsoir, merci encore pour la présentation, c'était vraiment intéressant. J'ai une question sur l'équilibrage du jeu de cartes, parce que vous avez eu 2 extensions, 3 extensions. J'imagine que ça n'a pas été une chose facile. Et une question subsidiaire un peu plus entrepreneuriale, comment vous faisiez pour dormir la nuit? J'allais dire le Xanax, mais non, j'exagère quand même. Même si c'est pas trop une blague sur la fin, mais non, c'était assez compliqué. Pour le coup, sur l'équilibrage en question, on avait quand même quelqu'un qui était venu pendant 6-7 mois nous donner un coup de main. Alors, on a testé beaucoup de modèles. On a testé plein de modèles pour le coup. On a même pensé à tout brûler et tout recommencer, mais on l'a pas fait parce que voilà. On l'a envisagé 3 fois. Ouais. On a des environnements de dev séparés avec d'autres gameplays retravaillés. Enfin bref, ça a été. Il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus, et je pense que ce qui a bien fonctionné pendant très longtemps, ça a été l'équilibrage par les joueurs. C'est ce que j'allais dire, exactement. En fait, c'est que, alors pendant longtemps, ça a été compliqué. Donc en effet, comme on l'a dit, de toute façon, on avait plusieurs casquettes. Mais comme tu dis, en fait, on a testé, je crois que ça a duré 1 an, quasiment 1 an et demi, je crois. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, mais en tout cas, ça a duré, je crois, un peu plus d'1 an, où en fait, on avait un comité d'équilibrage parmi nos joueurs les plus fervents, sur Discord, en tout cas. Et en fait, donc nous, on avait toute une série d'équilibrages qu'on prévoyait à peu près tous les 2 mois. Tous les mois à la fin. On s'était engagé en fait, à faire tous les mois. Tous les mois, on avait un stream d'équilibrage. C'est ça. Où en fait, la communauté nous soumettait des propals d'équilibrage. Qu'on mettait en relation avec les nôtres. Et on les discutait avec eux. C'est-à-dire qu'on faisait un stream et on disait ça on le prend parce qu'on pense que c'est une bonne chose, ça on le prend pas parce que vous avez peut-être pas vu ça, mais on pense que là c'est pas une bonne idée. On pense que le sujet il est pas sur cette carte-là, mais plutôt sur celle-là. Bref. Et la promesse qu'on avait fait à la communauté, c'était de dire on vous expliquera pourquoi on le fait ou pourquoi on le fait pas. C'est-à-dire toutes les modifications que vous voulez, on les commentera. Mais même si on les prend pas. Même si on les prend pas. C'est un peu le truc rêvé de tous les joueurs, je pense, sur tous les jeux, mais du coup on avait essayé de le faire. Ça marchait plutôt pas mal pour le coup. On avait un environnement beaucoup plus sain à la fin. Mais parce que après ça marchait parce qu'on avait une communauté qui n'était pas non plus de millions de joueurs ou de dizaines de milliers. Et du coup on avait un comité qui marchait bien. Mais voilà, sur la fin, ça nous a vachement aidé, ça pour le coup. Le seul travers éventuel de ce truc-là, ça demande énormément de temps parce que faut préparer un stream, et puis le stream tu le fais pro, quoi, donc tu le fais propre, tout ce que tu veux, tu t'assures que tous les mois tu dois être capable de push une mise à jour d'équilibrage en dev et tout, donc il y a quand même pas mal de contraintes. Ouais. Et le deuxième point, c'était que forcément les joueurs qui font ça, c'est des joueurs ultra impliqués, souvent des joueurs qui jouent énormément. Donc tu fais un équilibrage sur le spectre du jeu compétitif qui peut poser des sujets sur certains types de jeux, je pense. Jeu de cartes à collectionner, ça va encore, mais il y a quand même, faut avoir conscience des limites du système, quoi. Vous avez eu des moments où le jeu s'est complètement déséquilibré suite à une erreur On réagissait vite parce que l'avantage c'est qu'on pouvait équilibrer les cartes en un clic, donc c'est ça. C'est arrivé. Il y a eu quelques ratés, je pense. Sortie d'extension, on a raté un combo, le combo casse totalement le méta-jeu. Enfin oui, c'est arrivé. Ouais. Mais vu qu'on peut changer toutes les cartes en un clic, voilà. L'équilibrage est plus simple que sur un jeu papier, quoi. Oui, c'est ça. Merci. J'avais une question ici. Bonsoir, merci pour la présentation. Vous êtes des malades. J'avais une question sur la fin du studio, sur comment vous avez communiqué à votre communauté, parce qu'il y a des joueurs qui ont dû investir pas mal d'argent. Vous l'avez dit, le panier moyen c'était 254 €. Du coup, comment vous avez communiqué ça? L'arrêt de la maintenance, c'est comment les gens ont réagi? Alors. Là, tu parles de la pire période de notre vie, je pense. Je pense. Mais alors, je suis retombé dessus dans le train là, en venant. Je suis retombé sur une vidéo qui s'appelait Malkir End, un truc comme ça. Et en gros, nous, on a fait un stream.
je crois vraiment, où on s'était mis. Alors d'habitude, on le faisait que tous les deux, parce qu'on était en tout cas, enfin, la face visible de l'iceberg pour la communauté. Et là, pour le coup, on était quasiment tous les 4 de mémoire. Donc on était 4 associés. 4 associés et qu'on voyait jamais, mais du coup, voilà, on était vraiment tous les 4. Et on a fait un stream pour vraiment tout expliquer de manière très transparente, comme on peut le faire là, c'est-à-dire avec les chiffres, avec les difficultés qu'on a rencontrées, etc. Et voilà, donc sur le moment, je dirais que la plupart, enfin, de toute façon, humainement, tu peux comprendre en fait ce genre de choses. Après, en effet, comme tu dis, il y a des joueurs qui ont mis beaucoup d'argent, notamment sur le Kickstarter, on avait des paliers, je peux les dire, mais qui étaient à 1000 € et qui ont été pris. Même si derrière nous, on a fait le maximum qu'on pouvait pour essayer de mettre le plus de récompenses possible, même avec des produits existants ou des trucs un peu premium sur ces personnes-là, il y a forcément des gens qui étaient mécontents. Sur le Discord, on a eu plus 20. Enfin, moi, je suis toujours dessus parce que voilà, mais je communique pas vraiment dessus parce que je pense pas que ce soit une chose très saine. À part avec les joueurs qui viennent j'ai certains joueurs qui viennent me voir encore aujourd'hui pour me dire, au fait, machin, truc. Mais c'est des joueurs avec qui ça se passait bien et les joueurs avec qui ça se passe mal. Voilà. Donc, de toute façon, il y a de tout. Enfin, j'imagine que tu penses que tu connaissais la réponse avant que je te la donne, mais il y a vraiment eu de toutes les réactions. Et La difficulté, c'est que le lien avec la communauté était très fort. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se dire que les 5000 joueurs, c'est pas 5000 personnes random qui ont acheté le jeu, c'est 5000 personnes qu'on a vues, à qui on a présenté le projet, qui l'ont acheté. Ouais, c'est ça, droit dans les yeux, quoi. C'est ça. La relation humaine, je pense qu'on n'aura jamais ça de toute notre vie avec des jeux qu'on va faire dans le futur. C'est-à-dire que chaque personne qui avait le jeu, ou l'immense majorité des gens qui avaient le jeu, on les avait vus en vrai. Et on leur avait proposé le projet. Donc la relation était fusionnelle avec les joueurs. Et ça a créé... Beaucoup de gens ont compris parce qu'en fait, on était toujours transparent sur les étapes de la boîte. Même avec les joueurs, on leur disait, bah ouais, en ce moment, on a nos enjeux pour plus tard, c'est de le vendre ailleurs qu'en France. C'est de trouver des gens qui vont nous soutenir financièrement pour continuer à développer. On a toujours été transparent là-dessus. Et plein de gens l'ont bien compris. Le plus gros problème a été pour les gens qui ont backé sur Kickstarter, mais qui n'étaient pas français. Du coup, qui n'avaient pas cette historique, qui n'avaient pas cette relation, qui n'avaient pas ce feeling humain, tu vois, des joueurs qui étaient là depuis 2 ou 3 ans, ou qui avaient le message de joueurs qui étaient là depuis 2 ou 3 ans, ils comprenaient beaucoup plus facilement que des gens qui ont l'impression d'avoir backé un Kickstarter et de se faire arnaquer. Oui, parce que je pense que de ce point de vue-là, ça faisait un peu cette impression. Enfin, ça faisait 100% cette impression. Totalement et complètement. On leur a envoyé quelque chose, mais c'était pas. On a essayé d'expliquer comme on pouvait, on a envoyé quelque chose, mais probablement qu'on aurait pu mieux faire les choses si on n'était pas nous-mêmes au bout du rouleau à ce moment-là. Mais après, dans toute transparence, je pense que sur tout ce qu'on a pu dire sur la fin de Malkyr, sur les impayés avec les avocats, ce genre de choses pour la liquidation, il y a des gens qu'on n'a pas pu payer littéralement. Les avocats en faisaient partie. Alors oui, on n'a pas parlé de ça, mais oui. Je pense que la relation avec la communauté à la fin, c'est ce qui m'a moi personnellement, le plus traumatisé, qui m'a empêché de dormir littéralement. Oui, notre communauté, ça a été... je pense qu'une immense majorité de notre stress personnel n'était pas lié au fait qu'on ait perdu de l'argent, même au fait que l'équipe, finalement, on n'arrive plus à la garder. C'est très triste, mais c'était vraiment, on était déçus de décevoir notre communauté en fait. On avait des joueurs avec qui on avait une super relation, on avait un jeu qui tournait avec des gens qui jouaient, et de se dire, il y a des mecs, ils y ont dépensé de l'argent, de l'énergie, et finalement ça tombe, ça nous a rendu malades, quoi. Le jour du stream, c'était sympa, quoi. On en faisait tout le temps des streams, mais alors là, celui-là, il était particulier. Ouais. Et en dernier recours, c'était pas possible de créer une asso Alors, il y a des assos nous, ce qu'on a voulu faire, donc c'est ce que tu as dit tout à l'heure rapidement, mais on a mis le jeu sur Steam pour essayer de le maintenir. Alors aujourd'hui, je donne pas de. Je pense que c'est compliqué de compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire en 3 semaines quand tout est censé fonctionner sur un système maison, hébergé par la maison, avec des devs qui s'en occupent tous les jours, et que vous voulez passer ça sur Steam en 2 semaines. Donc ça a fonctionné un temps, mais il y a des assos qui ont essayé de garder justement la prise dessus, et ça c'est très bien. Et ça, je trouve ça incroyable. Il y a des trucs qui ont été faits. Enfin, j'ai vu un document passer qui a rien à voir, de 180 pages d'un jeu de rôle Malkyr basé sur l'univers qu'on avait créé. Enfin, c'est pas du jeu de cartes, mais voilà, la communauté a entretenu le truc. Moi, je trouve ça complètement incroyable. Mais non, le jeu en lui-même, compliqué. Même s'il y a aujourd'hui des gens encore qui achètent et qui échangent des cartes. Je pense pour la collection, parce que malgré tout, ça reste des objets qui étaient assez beaux, qui étaient des cartes beaucoup plus résistantes que les cartes Magic. Si vous voulez les voir, j'en ai là. C'est ça, il y en a quelques-unes ici, mais ça a été c'est compliqué, quoi, de maintenir le truc sans nous derrière, c'était compliqué. Même le code, on avait hésité à le mettre, à le rendre complètement free pour que les gens puissent y toucher.
Mais le problème, c'est que derrière, même si toutes les relations qu'on avait avec non, on n'avait juste pas le droit. c'est pour ça que c'est ce que j'allais dire. Hein, c'est ce que j'allais dire. C'est que même si les relations avec les investisseurs sont très bonnes, c'est que malgré tout, il y a des clauses qui fait qu'on ne peut pas tout balancer. C'est-à-dire que le code était un actif de la société. Il a une L'actif valeur, appartenait aux actionnaires, et à part ça, en plus, le liquidateur, une fois qu'on était en liquidation, le liquidateur prend le contrôle sur toute la société, et le liquidateur, il dit attendez, j'ai un jeu avec des gens et des gens qui payent pour ce jeu, donc le code c'est un actif, du coup le code c'est quelque chose qui vaut de l'argent, du coup jamais vous le rendez public en fait. Ouais. Et à ce moment-là, on n'a plus aucune main, dans le sens où c'est le liquidateur qui décide de tout. Ouais. Et le truc, c'est que je vous avoue qu'à ce moment-là, on a une boîte qui est endettée. Il y a des gens qu'on sait qu'on ne pourra jamais rembourser. Alors on a fait très très attention à ça. Et alors, éthique personnelle qui est totalement discutable, on est sous milieu critique, mais on a réglé certains profils plus que d'autres. On a payé tous nos freelances, on a payé toutes les personnes où on pensait qu'ils pourraient avoir besoin des sous, et on a effectivement moins payé les cabinets d'avocats ou d'experts comptables qui étaient de toute façon des très grands groupes internationaux. Voilà, bon, ça c'est des choix très durs qu'on a dû faire. Et globalement, on ne pouvait pas dire on va prendre le peu d'actifs qui restent dans la boîte et le donner gratuit à des gens, parce que concrètement, déjà, on n'était pas serein en fait qu'on allait survivre au tribunal en tant que personne. Je t'avoue que on n'a pas pris le risque. On n'a pas pris tout plus de balancer. risque que ça, c'était trop dangereux à titre personnel. Mais le code, on en parle, mais l'univers qui avait 6 ans de développement et tout, c'est pareil, lui il faisait partie de la société, donc c'était si quelqu'un le rachète, vous l'avez plus, quoi. Donc c'était un peu plus dur. Mais... Et pour continuer dans cet esprit-là, moi j'étais chez Capital Games à cette époque-là. Le liquidateur m'a demandé un coup de main pour essayer de trouver un repreneur. J'avais quand même un plutôt bon réseau. J'ai essayé de filer un coup de main pendant 6 mois pour trouver quelqu'un qui pourrait prendre le jeu et le soutenir. Tant pis, même si on n'y gagnait rien, si ça pouvait redonner le jeu accessible aux joueurs. Enfin, oui, c'est ça. J'ai bossé pendant très longtemps sur le sujet pour essayer de trouver un éditeur. Je parlais avec des éditeurs chinois. J'ai fait vraiment le tour de la place pour essayer de trouver quelqu'un, mais un jeu qui a 50 devs, sans équipe derrière, qui a 4 extensions, qui a ses développeurs qui sont plus dispo, qui est tout fait from scratch. Le niveau d'impossibilité technique est total en fait. Vous le savez tous. Donc c'était trop compliqué. Donc on n'a clairement pas réussi au final. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question ? Alors en fait, on a 2 dernières questions. Alors je vais aller au plus près. Alors, comment vous avez réussi en fait à garder la motivation après tout ça ? Parce que j'imagine que ça a été très compliqué et du coup, je me pose cette question, quoi. Je pense que c'est personnel. Je te laisse répondre. Ouais, en vrai, je pense que c'est personnel aussi, mais on va répondre la même chose, je pense. Enfin, j'espère, sinon c'est bizarre. Vas-y. Mais je pense que c'est une des dernières slides qu'on a mis, c'était que l'équipe était restée soudée pendant 4 ans. Et même si on ne retravaillait pas avec, c'est des gens avec qui on adorait bosser. C'était ça qui. Je pense que toi, c'est encore plus vrai pour moi, mais c'est la même chose. C'est les gens avec qui tu bosses qui te font lever le matin, en fait. Et littéralement, nous, on a trop kiffé les 6 ans qu'on a bossé chez Malkir, même si ça s'est pas terminé comme on aurait voulu. Et du coup, c'est pas pour rien que 3 des 4 fondateurs de Rune, on bossait ensemble déjà chez Malkir. Donc ça, donc voilà, c'est juste qu'on avait envie de bosser ensemble, quoi, je pense. C'est juste ça. C'est exactement ça. Puis nous en particulier, parce qu'on se connaît depuis encore plus longtemps. On est potes depuis qu'on est gamin, on est associés depuis 10 ans. Et je dis ça a l'air facile. Non, on s'en est foutu plein la gueule à longueur de temps. On n'était pas d'accord ni business, ni créativement. Il y a plein de trucs. C'est comme toutes les relations humaines, ça se travaille. Mais en tout cas, on voulait se lever le matin, voir des gens avec qui on a envie de bosser. Je trouve qu'on a une chance de travailler dans une industrie qui, peu importe les défauts qu'elle a quand même se remet en question assez facilement. Moi, pour le coup, j'ai bossé dans une autre industrie pendant un temps et j'étais très content de revenir dans le jeu vidéo pour le coup. Donc, on se remet facilement en question malgré tout, et quand on s'entoure de personnes qui se remettent aussi en question, on arrive à construire des environnements qui sont assez sains. Moi j'étais chez Capital Games pendant presque 2 ans, et avoir un peu tout ce qui se passait dans les studios et ce genre de choses, j'avais qu'une envie, c'était de me dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, comment est-ce qu'on peut refaire un studio, le refaire mieux. C'est ultra stimulant, et même si on prend une grosse charge mentale en recréant un studio, des risques et du stress, ouais, mais tous les matins je me lève, je vois des gens avec qui je suis content de travailler, je me dis que j'ai une chance de d'essayer de leur proposer, en tout cas au mieux de mes capacités, un environnement qui puisse être enrichissant pour eux aussi.
Et franchement, moi, c'est ça qui me faire du jeu. Honnêtement, je pense que je pourrais faire autre chose s'il y avait un autre écosystème. J'allais rebondir là-dessus, c'est que à la base, en fait, on est parti dans le jeu vidéo, mais je pense qu'on a des profils un peu plus entrepreneurs. Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est un peu gros mot, mais disons que ça aurait pu être autre chose. Et en fait, c'est juste que et le jeu vidéo, c'est un truc de création, et du coup, nous, la création, c'est le truc c'est notre moteur. Donc, c'est ça. 5 mois après, on s'est revus, on fait, vas-y, on recrée un truc. Et l'humain, c'est notre moteur aussi. Donc en fait, c'est ce que je disais à Laurent, tu vois, tous les gens avec qui je travaille, avec qui ça se passe bien, j'ai envie de les recruter juste après. Je peux pas recruter tout le monde, mais clairement. La relation humaine, c'est notre moteur, et du coup, le jeu vidéo, on trouve qu'il y a une richesse de relations humaines, et il y a plein d'opportunités pour faire des trucs géniaux, donc on avait envie d'y retourner. Merci beaucoup. Je prends une dernière question. Du coup, j'en avais une main qui s'est levée là-bas. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question plutôt par rapport à la relation en fait, que vous avez entretenue avec votre communauté. On sent que ça a été une vraie richesse pour vous, ça vous a permis de grandir. En même temps, ça a été très difficile sur la fin. Vous avez dit qu'a priori, vous ne pensiez pas avoir ce genre de relation avec vos communautés dans le futur. Du coup, ma question, c'est est-ce que finalement, c'est quelque chose que vous regrettez? Est-ce que vous le recommandez? Est-ce que vous ne le recommandez pas du tout? Enfin, comment vous voyez la chose finalement? Non, c'est une très bonne question pour le coup. Je saurais. Alors, est-ce qu'on regrette? Non. Enfin, moi, en tout cas, je parle pour moi, mais est-ce qu'on regrette? Non. Est-ce qu'on regrette? Non, ça c'est sûr. Ça c'est On certain. est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on trouve ça sain? Je pense que c'est sain pour un jeu, notamment un jeu qui doit se développer sur la durée et qui, du coup, un jeu communautaire, c'est sain d'avoir un système de relation avec sa communauté. C'est important. Enfin, on peut pas faire un jeu sans prendre en compte l'avis des gens qui y jouent. Enfin, c'est un non-sens complet. Du coup, enfin, c'est un avis très personnel, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et je me dis, non, je pense que je le recommande. Nous, la difficulté, et je pense que l'erreur qu'on a fait en connaissance de cause, en gros, on s'est retrouvé en décembre, donc la boîte a été liquidée en juillet 2019. On s'est retrouvé en décembre 2018 en mode, on sait que pour pouvoir convaincre des acteurs internationaux d'investir et de racheter le studio, il va nous falloir une preuve, un truc fort. Donc, la seule chose qu'on pouvait faire vraiment marquante, c'était l'équivalent d'un Kickstarter. On n'a pas trouvé d'autre solution. Et on savait que, malgré tout, en toute transparence, que ça pouvait mal se passer. Et on s'est dit, le problème c'est quoi? C'est est-ce qu'on fait rien? Et dans ce cas-là, forcément, ça se passe mal dans 3 ou 4 mois. Et dans ce cas-là, les joueurs perdent tout. Est-ce qu'on essaye quand même de proposer un Kickstarter pour servir de levier parce qu'on pensait vraiment que ça ferait la différence et on s'est planté? Et du coup on a fait ce choix là, et si je devais regretter quelque chose, c'est ça. En tout cas, je sais pas Kev ce que t'en penses, mais ouais, maintenant que tu me remets dans cette période là, je pense que la période la plus dure c'est peut-être celle-là en fait. C'est le moment où tu te dis soit j'arrête tout maintenant, ils ont tout perdu les 5 ans, soit je continue et potentiellement ils perdent un peu plus. Mais il y a aussi une chance, une chance de réussir. Enfin, et là, à ce moment-là, on parle avec des gens qui veulent bien nous racheter, on parle avec des gens qui veulent bien nous distribuer dans le monde. On se dit, ça va être l'élément déclencheur qui va les aider. On en parle avec eux, ça paraît construit. Voilà. Et c'est ce moment-là, je pense, qui est le moment où on peut regretter des choses. Après, on avait une proximité forte avec la communauté, mais même humaine, c'est-à-dire que on avait fait des tournois où les gens étaient venus au bureau, c'est-à-dire dans les bureaux de développement, où on avait fait des trucs. Il y avait vraiment une forte proximité. Peut-être que, si je devais donner je recommanderais peut-être un peu plus de recul par rapport à ça pour éviter d'avoir cette proximité humaine, en fait, où là, en fait, t'as plus, je dis une bêtise, mais t'as plus 30 personnes dans un comité d'équilibrage qui vont donner avec des pourcentages et tout, mais t'as vraiment des gens derrière que tu vois physiquement. Et que eux te voient du coup, et du coup la proximité était peut-être un peu forte pour certains, je pense, de notre côté. C'est ça. Mais c'est dû au salon qu'on faisait. Segmenter un tout petit peu mieux la relation avec la communauté, qu'elle soit un peu moins personnelle et un peu plus professionnelle, c'est probablement un bien. Mais globalement, dans l'essentiel, je pense qu'on ne regrette pas. Non, c'est ça. Et puis, merci beaucoup. C'est important. Tu peux pas faire un jeu sans t'intéresser aux gens qui jouent à ton jeu. Oui. Enfin, encore une fois, ça vraiment, ça me paraît essentiel. C'est la base. Merci beaucoup. Merci Paul, merci Kevin. Je pense qu'on peut vraiment les applaudir encore une fois.